Donc, je tenais d'abord à remercier la présence de Son Altesse Royale, le Prince Joachim Murat, qui nous fait le plaisir d'être là et qui nous fera la conclusion de la conférence, ou apportera des précisions, des informations supplémentaires à la conférence que va nous donner Thierry Chauffat. Bon, Thierry Chauffat, je ne vais pas vous le présenter, enfin, je ne vais pas le présenter aux napoléoniens et aux bonapartistes qui sont présents ce soir, hein, grand spécialiste du bonapartisme, si ce n'est, à mon avis, le spécialiste national du bonapartisme, grâce au Centre d'études et de recherche sur le bonapartisme, différents ouvrages qu'il a pu écrire, et surtout aussi, c'est grâce à lui que le bonapartisme politique a revu le jour, on va dire, à la fin des années 90. Donc je le remercie de faire cette conférence pour nous. Donc, pourquoi le bonapartisme? Et je rajouterai pourquoi le bonapartisme en 2021, voire 2022 et les années qui suivent. Je refais un rappel pour ceux qui n'étaient pas encore là. Donc, comme vous avez pu le voir, les micros sont coupés automatiquement. C'est pour éviter les diverses interférences au cours de la conférence. Je vois que beaucoup ont coupé leur caméra aussi. C'est très bien. Ça peut éviter des soucis de bande passante. On n'est pas à l'abri. Et puis, on n'est pas à l'abri de d'autres soucis techniques. Tout au long de la conférence, vous pourrez poser des questions, donc aussi bien à Thierry Chauffat qu'au Prince Joachim Murat. Ces questions on va vous demander de les poser par écrit auprès de Christopher Détailleur. Donc, lorsque vous allez dans une discussion, vous pouvez lui adresser directement à lui les questions. Et il les listera, il les posera à la fin de la visio. Donc voilà. Donc, si tout le monde est prêt, ben nous allons passer à la visio et je vais laisser la parole à Thierry. Thierry, c'est à toi. Merci, merci d'abord, merci d'être nombreux parce qu'on voit que là, je vois qu'on va être à 100 inscrits, enfin 100 connectés pour l'instant, et je pense qu'on aura peut-être même encore un peu plus au fil du temps. Ça fait beaucoup de monde, c'est bien. On avait même hésité à relancer un petit peu parce qu'on voulait, il y a beaucoup d'inscriptions qui étaient en attente. Donc ça marche bien. Donc c'est pourquoi? Parce que d'abord, je pense que le sujet de Napoléon cette année, on en reparlera. euh, il est vraiment d'actualité. Tout le monde parle de Napoléon, toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux en parlent, en bien ou en mal d'ailleurs, mais en tout cas on en parle. Mais le bonapartisme aussi. Je trouve que c'est déjà une bonne nouvelle que voilà, que chaque fois qu'on fait quelque chose, on a de plus en plus de monde. C'est une bonne chose, quelles que soient les associations d'ailleurs, les centres napoléoniens, historiques, bonapartistes. On voit bien qu'il y a un engouement, et cet engouement n'est pas que sur cette année Napoléon, cette année 2021, l'année du bicentenaire de sa disparition. Et alors, deuxième changement, événement, c'est que jusque-là, on me demandait surtout de faire l'histoire du bonapartisme. Euh, et là, c'est pas l'histoire du bonapartisme que l'on entend me demander ce soir, c'était pourquoi le bonapartisme. Et David, d'ailleurs, disait tout à l'heure, pourquoi le bonapartisme en 2021 ou 2022 et suivant? Pourquoi est-ce que 2 siècles après, puisqu'on est sur des bicentenaires, pourquoi est-ce qu'on parle encore de bonapartisme? Pourquoi, même à la limite, pourquoi est-ce qu'on parle encore de Napoléon? Pourquoi est-ce que ce terme-là est encore d'actualité et qui fait encore l'actualité, y compris dans la vie politique? On voit que le pourquoi le bonapartisme, c'est plus précis déjà que l'histoire du bonapartisme lui-même. Il y a aussi plus d'attentes, on le sent. Ça montre que l'histoire du bonapartisme commence, je pense, à être un peu mieux connue. Alors c'est vrai qu'on a, David en parlait tout à l'heure, on a fait un peu plus d'articles, de bouquins, de conférences sur le sujet. Il y a mon centre d'études et de recherche sur le bonapartisme qui fait depuis plus de 20 ans une revue donc, sur l'histoire essentiellement du courant politique. Donc je pense que voilà, on commence un petit peu à trouver ça entre guillemets normal. Mais maintenant, avec cette question qui est posée, pourquoi le bonapartisme, j'ai l'impression qu'on passe de l'histoire au présent, voire pourquoi pas à l'avenir du bonapartisme, quand on dit pourquoi le bonapartisme en 2021 et l'année suivante. Et déjà d'ailleurs, se demander pourquoi le bonapartisme, c'est déjà se questionner sur les valeurs idéologiques de notre courant. Jusque-là, quand je parlais d'histoire, c'était essentiellement, on parlait des mouvements, des élections des temps passés, souvent d'ailleurs des siècles passés, des députés, des sénateurs. Enfin, maintenant, on voit, avec ce sujet, avec le sujet qu'on m'a demandé, puis avec votre présence à tous, hein, on voit, on se confronte un peu plus à la réalité, à l'actualité politique. Donc on va essayer de voir un petit peu, voilà, essayer de répondre à cette question, mais à la limite c'est vous qui répondez, moi je lance des pistes. Pourquoi le bonapartisme? Alors vous savez, le politologue René Raymond avait écrit plusieurs livres, alors je crois en 1954 il avait commencé par La droite en France, et ensuite il avait changé de titre, changé de version,
et il avait, dans sa version de 1982, sorti un très bon bouquin qui s'appelait « Les droites en France ». Et René Rémond distinguait 3 droites: la droite orléaniste, la droite légitimiste et la droite bonapartiste. Alors déjà, bon, d'abord, moi, ça ne me satisfait pas totalement. Oui, alors c'est vrai que les chapitres que René Rémond consacrait au bonapartisme étaient tout à fait exacts, il n'y avait aucun souci là-dessus. Mais pour moi, le bonapartisme, il n'est pas qu'à droite. Et d'ailleurs, j'aurais émis les mêmes critiques si on avait eu un bouquin qui s'appelait « Les gauches en France », où on aurait aussi pu avoir un chapitre entier sur les gauches bonapartistes ou la gauche bonapartiste. Alors, si le bonapartisme, c'est presque de faire du en même temps, c'est un mot qu'on ressent beaucoup ces temps-ci. Est-ce que c'est faire du gauche et du droite? On pourrait même se poser la question, est-ce que le macronisme serait une sorte de bonapartisme, un variant? Là aussi, le terme, il est à la mode. Est-ce qu'il y aura un variant bonapartiste actuellement? Je pense que si on veut vraiment répondre à cette question, il faut étudier le fond du bonapartisme. Et quand on connaît le fond du bonapartisme, on se doute bien, on voit bien que la réponse va être assez vite négative. Le macronisme lui-même, il est loin du bonapartisme. Et je dirais de la même manière, pour faire un équilibre, pour reprendre les deux éléments, on disait aussi souvent que Nicolas Sarkozy faisait du bonapartisme, simplement parce qu'il montrait parfois des touches d'autorité. De la même manière, Sarkozy ne faisait pas que du bonapartisme, et on ne doit surtout pas résumer le bonapartisme à du « en même temps », ni non plus à de l'autorité. Alors pourquoi le bonapartisme? Pourquoi encore maintenant? D'abord, je pense que déjà, depuis 50 ans, quand je dis 50 ans, c'est en gros la fin de la présidence de Gaulle, la classe politique échoue lamentablement, que ce soit économiquement, socialement, sociétalement. Enfin, on sait que la classe politique a perdu son autorité. Pire que ça, enfin, je ne sais pas si pire d'ailleurs, on peut considérer que la France a perdu sa souveraineté. Pourquoi le bonapartisme? Parce que tous les 5 ans, c'était tous les 7 avant, mais on se rend compte qu'on n'élit plus un chef. D'abord, on n'élit pas quelqu'un, mais on vote contre un autre, et puis on élit régulièrement un simple gestionnaire, un simple sous-traitant de l'Union européenne, un simple gérant de la Maison France. Et la classe politique, on s'en rend compte, s'est dévoyée dans une gestion purement économique, purement comptable de la société. On a coupé la France de son passé, de ses références. On n'arrête pas d'en parler parce que c'est l'année Napoléon, mais sur tous les sujets, on remet en cause l'histoire de France. On demande pardon pour tout, pour rien. On ne regarde plus le passé comme on devrait le regarder. On le regarde avec nos yeux de 2021 et on ne comprend pas. On ne comprend pas avec nos yeux de 2021 les critiques sur l'esclavage. On a parlé de misogynie de Napoléon. On n'invente rien là. Comme si les autres États, dans les années 1800, avaient aboli l'esclavage avant nous, comme si les femmes avaient une autre place dans la société avant ou ailleurs en Europe ou dans le monde en 1800. On le voit, on déboulonne des statues, on change des noms de rues. Le bonapartisme, c'est aussi être fier de son passé. Il faut assumer son histoire, d'autant plus que l'histoire de France, vous le savez aussi bien que moi, elle est riche, on a un patrimoine riche, on a une histoire qui est riche, qui est beaucoup plus riche que beaucoup d'autres pays. Voilà, donc ça, c'est aussi un point, un retour sur l'histoire. Voilà pourquoi on parle du bonapartisme aussi. Les gens ont besoin qu'on en parle. Les gens ont besoin de se relier à ça. On le voit aussi avec les enfants, avec les élèves, même moi avec mes étudiants. L'histoire maintenant, la culture générale même, ça devient, j'allais dire, ça devient n'importe quoi. Oui, souvent, il y a presque rien. Et donc, parce que l'éducation, ou parce que ce que j'appellerais moi le ministère de l'instruction publique, ne fait plus son travail, eh bien, il y a des repères qui se sont perdus, et pour d'autres, la quête d'autres repères. Et puis, pourquoi le bonapartisme aussi? Parce que les sondages ont remplacé les élections. Depuis longtemps, depuis trop longtemps, les sondages ont remplacé l'onction populaire. D'abord, dans une élection présidentielle, maintenant, on vous parle tout de suite du deuxième tour, on oublie qu'il y en a un premier, et si on en croit les sondages, mais je crois qu'à un moment donné, il faut se déconnecter. Balladur a été élu président de la République, comme Jospin. Voilà. Donc non, les sondages, ce n'est pas une élection. Personne n'ose vraiment faire un appel au peuple. On y reviendra sur ce thème d'appel au peuple. Et puis quand on le fait, quand vraiment on a un référendum, souvent on n'en tient pas compte. Est-ce que j'ose vous renvoyer au référendum de 2005? Ça aussi, c'est une notion importante, ce lien de la démocratie directe entre le peuple et le chef d'État.
Et puis aussi parce qu'en politique, le temps, ça compte. Le temps, ça compte même beaucoup. On avait un septennat, on est passé au quinquennat, mais pire que ça. On a un quinquennat, on a des alternances systématiques. Reprenez, à part deux petites exceptions, mais on n'a pas le temps, mais on pourrait les exposer. Depuis 1978, il n'y a pas une seule fois la majorité qui a remporté l'élection. Ça a toujours été une opposition ou l'opposition. Encore une fois, il y a deux petites exceptions, et on peut les expliquer, ce n'est même pas vraiment une majorité qui est reconduite. Donc entre le quinquennat, les alternances, les campagnes électorales qui s'éternisent, en gros, le mandat, il est même plus de 5 ans, il est de 4, ou parfois de 3. En plus, dans un confinement, on ne sait plus ce qu'on a. On a des exécutifs, français, mais pas que, hein, qui gouvernent à la petite semaine, qui ne voient pas plus loin que leur tentative de réélection. Le bonapartisme voyait d'une autre manière, même plus que le bonapartisme. On peut éventuellement parler parfois d'assimilation avec le gaullisme qui pourrait être un héritier. Voilà, on construisait la France sur le long terme. Et puis tout simplement, parce que la France a besoin d'un nouveau Bonaparte, on le sent. Et puis on n'en trouve pas. Il n'y en a pas à l'horizon, on cherche à droite, on cherche à gauche, on cherche ailleurs. Il n'y a pas ce nouveau Bonaparte. Une des preuves, il suffit de voir la popularité de Napoléon en cette année du bicentenaire. Pourquoi tant de magazines, tant de journaux nationaux, locaux consacrent des pages entières, des articles, voire des numéros spéciaux à Napoléon? J'ai encore eu ce matin, pour ceux qui sont lorrains, un bel article donc dans Vosges Matin qui était nous vivons dans une société napoléonienne. C'est évident. Pourquoi les radios, pourquoi les télés parlent-elles de Napoléon? Parce que ça fait vendre, tout simplement. Parce que l'empereur est l'homme le plus populaire de France. Ça fait 2 siècles que ça dure. Il n'y a pas d'autre exemple de chef d'État qui est aussi populaire 2 siècles après. Quand on interroge les Français en 2021 sur le personnage qu'ils préfèrent dans l'histoire de France, c'est toujours Napoléon qui arrive en tête. Et si on demande aux autres peuples du monde, la réponse est toujours la même. C'est aussi Napoléon. C'est probablement l'homme avec Jésus-Christ qui est le plus connu sur cette planète, et 2 siècles après, et y compris par des gens, par des territoires sur lesquels il n'a jamais mis les pieds. Je me rappelle, je vois que Simon Doyon est dans le public. En Russie, Napoléon était, j'allais presque dire un dieu, c'est exagéré, évidemment, mais il est peut-être encore plus apprécié en Pologne, en Russie, en Italie, en Belgique, qu'il ne peut l'être en France. Et en France, il suffit de voir les succès en librairie, des livres qui parlent de Napoléon. Alors la question, c'est pourquoi, génération après génération, les Français continuent d'admirer Napoléon? Bon, sur le fond, c'est simplement parce qu'ils le regrettent, même sans le savoir. Les Français sont bonapartistes. En fait, les Français attendent un chef, ils recherchent un Napoléon. Or, qu'ils se le disent ou pas, mais on pourrait presque dire, pour reprendre un terme d'autrefois, la France s'ennuie. Comme disait Victor Hugo, parlons de lui, ça nous fera du bien. Parce que ça fait du bien de parler de Napoléon, parce que ça doit faire du bien de parler des belles pages de l'histoire de France. Pourquoi le bonapartisme? Parce que la pensée napoléonienne est toujours d'actualité. On pourrait faire une liste, et on l'a fait souvent ces temps-ci, des œuvres civiles de Napoléon, mais elle est extraordinaire. Quand je parlais on vit dans une société napoléonienne, c'est une évidence. Vous avez le cadastre, les préfets, le code civil, le lycée, le bac, on pourrait multiplier. Certes, on n'a pas toujours conscience qu'il s'agisse réellement de bonapartisme, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Et en fait, le bonapartisme, ce n'est pas une doctrine, il n'est pas figé. Je le comparerais au gaullisme ou au radicalisme, ça fera plaisir à Grégory. C'est plutôt un pragmatisme, le bonapartisme. Mais c'est un pragmatisme qui s'appuie sur des valeurs incontournables. Hein, ce n'est pas un pragmatisme qui regarde les sondages, qui regarde la petite semaine ce qu'on doit faire. Le futur Napoléon III résumait sa doctrine, ou plutôt, puisque je veux dire que c'est un pragmatisme, plutôt son absence de doctrine par cette phrase. Le nom de Napoléon est à lui seul un programme. Il veut dire à l'intérieur ordre, autorité et bien-être du peuple. À l'extérieur, dignité nationale. Eh bien, c'est un beau programme. C'était un programme en 1848. Ça pourrait être un programme en 2022 sans aucun souci. Voilà pourquoi le bonapartisme. Parce que malheureusement, ces valeurs, celles que je viens de donner, elles nous manquent terriblement. Parce que le bonapartisme, c'est la démocratie. C'est l'héritage de la révolution de 1789. Parce que c'est l'appel au peuple, par le biais des élections, par le biais des plébiscites, parlons moderne, des référendums.
Parce que sous les Napoléons, il existe un vrai contrat de confiance, non pas comme chez Darty, mais un vrai contrat de confiance entre le peuple et le chef d'État. Parce que les bonapartistes sont les héritiers du suffrage universel direct. Et ce n'est pas un hasard du tout. Si les groupes parlementaires, après 1871, si les comités, si les partis parfois, si les journaux s'intituleront souvent de l'appel au peuple. En politique, d'ailleurs, il n'y a rien de plus beau que ce lien. Il n'y a rien de plus beau que ce mot. Il n'y a rien de plus beau que cet appel au peuple. Appel au peuple direct, décisif. Mais ça, on ne sait plus le faire. Ou on ne le fait plus, en tout cas. Ce n'est pas les sondages, appel au peuple. Et puis cette démocratie, cet appel au peuple qu'on vient d'évoquer, ça n'empêche nullement l'autorité. Au contraire, dans la notion napoléonienne, l'État doit être fort, il doit être autoritaire. Il réfute les discussions de salon ou d'assemblée, il préfère la voix du peuple. Le bonapartiste est partisan de l'ordre. C'est un bouclier contre le désordre. Le chef rassemble derrière lui toute la nation autour d'un idéal, autour d'une ambition pour la France. Il est au-dessus des factions, des partis, des clivages. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Les Français, en 2021, veulent de l'autorité. À partir du moment où cette autorité est légitime, à partir du moment où cette autorité est au service de la population. Je vous rappelle par exemple la citation de Louis-Napoléon Bonaparte. Il est temps que les bons se rassurent et que les méchants tremblent. Eh bien, en 2021, cela devrait encore être le cas. L'ordre doit s'appliquer partout. Et on aurait vite fait de finir cette phrase dans toutes les banlieues, dans toutes les cités, dans tous les villages, sur tous les territoires. Cette phrase de Louis-Napoléon Bonaparte, on pourrait la ressortir comme on pourrait ressortir beaucoup de citations, beaucoup de phrases des deux Napoléons. Il n'y a rien de plus actuel. Le bonapartisme, c'est aussi la réconciliation nationale. On ne regarde pas le passé des serviteurs de l'État, mais leur avenir, leur volonté de s'allier au profit de la France. Je prends souvent cet exemple du premier consulat. Quand vous avez, enfin le consulat, pardon, quand vous avez le premier consul qui s'appelle Napoléon Bonaparte, et on l'a dit, Napoléon, c'est tout un programme. Allez, globalement, il a un petit passé, il a un petit passé politique. Il était jacobin. Alors on dirait maintenant, un jacobin, c'est la gauche. C'est pas que la gauche. Mais allez, globalement, Bonaparte peut être étiqueté un général de la Révolution, un général. OK. Son deuxième consul, le bras droit, et on l'oublie souvent, mais le bras droit le restera tout au long de l'Empire. C'est Cambacérès. Cambacérès, il incarne, en gros, la révolution de 89, mais la révolution modérée. Et puis le troisième consul, c'est Lebrun, qui lui, à l'inverse, incarne les monarchistes, mais les monarchistes, là aussi, très modérés. Ben, c'est ça le bonapartisme. C'est l'alliance derrière un chef de tout le monde. On l'a dit, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche. Comme le disait le député bonapartiste Paul de Cassagnac, il n'est pas hémiplégique. Il a besoin de sa droite, il a besoin de sa gauche. Parce que les Français en ont marre de cette hémiplégie artificielle. Ils veulent une union nationale, mais pas une union à la Macron. Ce n'est pas le en même temps que l'on nous donne. Le bonapartisme, ce n'est pas du centrisme. Ou alors, comme le disait le constitutionnaliste Maurice Duverger, c'est un centre, mais un centre brillant, un centre actif. Ce n'est pas un centre mou. En fait, ce n'est même pas vraiment un centre d'ailleurs. Il est et de droite et de gauche. Mais il réfute les étiquettes et il exclut les extrémistes de tout poil. S'il fallait le situer sur un axe gauche-droite, je dirais, il n'est même pas au centre, il est au-dessus. Il est peut-être au-dessus. Il est au-dessus de la mêlée. Il rassemble tout le monde, sans se faire annexer par l'un ou par l'autre, et sans chercher des petites combinaisons politiciennes. Il écarte les partis, il écarte les clans. Il ne veut voir que des Français. Bonaparte le disait lui-même d'ailleurs, hein, au lendemain du coup d'État du 18 Brumaire. Ni bonnet rouge, ni talon rouge, on ne m'y reprendra pas, je suis national. Ni bonnet rouge, c'est-à-dire ni révolutionnaire, ni talon rouge, c'est-à-dire monarchiste, mais on peut être monarchiste, républicain, à partir du moment où on accepte, où on est modéré déjà, je pense que c'est un point fort. Modéré ne veut pas dire modéré dans l'action, mais se dire que l'on est capable de se réconcilier. Alors pourquoi le bonapartisme, encore une fois? Mais aussi parce qu'il assure le progrès social.
parce qu'il sait entreprendre des grandes réformes. Là aussi, je ne vous ferai pas l'injure de faire des listes complètes. On a commencé un petit peu avec le consulat, avec l'Empire, de toute cette œuvre civile extraordinaire. Moi, ce qui est extraordinaire dans cette œuvre civile, c'est qu'elle est immense. Mais plus qu'immense, elle est pérenne. Elle reste encore 2 siècles après. Le cadastre existe toujours, le code civil, le code pénal, la Cour des comptes, le Conseil d'État. On pourrait continuer. Mais on pourrait dire la même chose du Second Empire. Là aussi, pour moi, le bonapartisme, c'est les deux. C'est les deux Bonaparte. C'est le Napoléon Ier et le Napoléon III. Et malheureusement, il est mal connu, ce Napoléon III. On le sait, on a du mal. Mais je parlais de progrès sociaux, mais quand vous regardez, je ne parle pas de programmes, les programmes, c'est facile. Hein, on pourrait même évoquer l'extinction du paupérisme, le livre de Louis-Napoléon Bonaparte, ou les idées napoléoniennes. Non, moi je regarde les effectifs, je parle des réalités. Mais dans le progrès social, si vous demandez à un Français de 2021 qui a fait le droit de grève, 1936 probablement, peut-être 68. Non, 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 le droit de grève, c'est Napoléon III. Les sociétés mutuelles qui sont gros l'ancêtre de notre sécurité sociale, c'est Napoléon III. Les logements sociaux, les conseils de prud'homme, c'est Napoléon Ier. Le régime de retraite, la retraite obligatoire des fonctionnaires, c'est Napoléon III. On pourrait là aussi multiplier les exemples. Alors on revient à ma question initiale, ou à la question qui était posée par David pour ce soir, et puis les organisateurs de cette soirée, David, Christopher et autres. Pourquoi le bonapartisme? Mais tout simplement parce qu'il a prouvé qu'à chaque fois qu'il était au pouvoir, de 1800 à 1814 ou 15, et de 1848 à 1870, il unissait, il entraînait les Français. On ne sait plus entraîner, on ne sait plus amener les Français. On ne sait plus se mettre à leur tête. On les regarde, et puis on attend la prochaine bêtise ou la prochaine réforme qu'on enterrera d'ailleurs très vite. Soit le gouvernement l'enterre lui-même, soit il attend que le gouvernement suivant l'enterre. Parce qu'en fait, sans le savoir, les Français attendent une solution bonapartiste. Très peu de Français sont probablement capables de mettre le nom de napoléonien ou de bonapartiste sur leurs attentes. J'allais presque même leur dire, on ne leur demande pas autant. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Pourquoi le bonapartisme? Parce que la France attend un chef. Mais un chef, c'est surtout pas un dictateur, comme malheureusement on insulte souvent l'empereur. Non, c'est d'abord un chef populaire. Qui oserait dire que le nom de Napoléon n'est pas populaire? Encore une fois, allez dans vos kiosques, allez dans vos librairies, allumez vos télés, même quand parfois on parle mal de l'empereur, on en parle. On n'arrête pas de dire est-ce qu'il faut célébrer, commémorer, peu importe le terme. Mais il est incontournable. Un chef populaire, à son époque et après, un chef légitimé par les urnes. Alors oui, 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 Napoléon Bonaparte n'a pas été élu au suffrage universel direct. Qui il a été à ce moment-là? Personne. Regardons avec les yeux de 1800. En revanche, juste après le coup d'État du 18 Brumaire, il y a un plébiscite. Oh, évidemment, on pourrait aussi critiquer ce plébiscite. Hein. Il ne se fait pas avec une enveloppe, il ne se fait pas avec une urne, avec un isoloir. Non, 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 il se fait sur des registres. Je vous rappelle que l'enveloppe et l'isoloir, c'est 1913. Hein, donc la République aurait aussi beaucoup à se reprocher là-dessus. Mais il légitime quand même son pouvoir, il légitime le coup d'État. Tout comme il légitimera par les urnes le passage à l'Empire. Tout comme son neveu se fera élire président de la République au suffrage universel direct. Il est le premier à l'avoir fait. Premier à l'avoir été avec 75% des voix. Oui, c'est facile, 75% des voix. Alors d'abord, c'est au premier tour. Et deuxièmement, il n'est pas le candidat du gouvernement. Louis-Napoléon Bonaparte est presque le candidat de l'opposition. On ne le connaît pas. Le vrai candidat, celui qui est soutenu par l'administration, c'est Gérald Cavaignac. Et c'est lui qui est battu avec 20% des voix. Non, non, Louis-Napoléon Bonaparte, on ne le connaît pas, mais il s'appelle Napoléon. Et le nom lui-même est un symbole, on l'a vu, il le dit, c'est un programme. Donc on a un chef populaire, on a un chef légitimé par les urnes. Et là aussi, Napoléon III, à chaque fois qu'il fera une réforme, il demandera le soutien des Français. On a plusieurs plébiscites au cours de son règne, y compris jusqu'en mai 1870, avant la guerre qui nous est entraînée sur la défaite par la Prusse.
Donc on a un chef populaire, on a un chef légitimé par les urnes, et surtout, et là aussi, il nous manque, parce que globalement, un chef légitimé par les urnes, on ne va pas le regretter, on l'a. Et d'ailleurs, les bonapartistes ont, durant toute la Troisième République, demandé, l'appel au peuple, demandé à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Mais ce qu'on n'a plus non plus, c'est un chef qui emmène le peuple, qui amène la France, qui amène les Français vers une forte ambition, de très fortes ambitions, qui les éclaire. Un chef, il est là pour éclairer le chemin. Un chef capable de réformer en profondeur. Les Français ne le savent pas encore. Mais cette solution existe. Elle s'appelle le bonapartisme. Alors, à la question qui était pourquoi le bonapartisme, je pense qu'on a dressé au moins des pistes. En une demi-heure, on ne pouvait pas non plus être tout exhaustif. Mais je pense que, puisque nous sommes dans une année Napoléon, mais je vais finir par une citation de l'empereur, une citation de Napoléon qui est confinée à Sainte-Hélène il y a 2 siècles. Je cite, « Même quand je ne serai plus, je demeurerai encore pour les peuples, l'étoile de leurs droits, de leurs efforts, de leurs espérances, et mon nom sera leur devise et leur cri de guerre. » Alors, lançons fièrement, 2 siècles après, ce cri de guerre. Vive l'empereur! Merci Thierry pour ce mot de fin, cette conclusion. Je te remercie pour la conférence. Je tiens à remercier les participants. Nous avons dépassé la centaine. Nous sommes exactement 110 participants, ce qui pour une première est très très bien. Je vais donner la parole au prince Joachim Murat. Je vous rappelle juste avant que si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire par écrit en les adressant soit à Christopher Détailleur, soit à moi-même, et on vous lira les questions à la fin de l'intervention du prince Joachim Murat, à qui je vais laisser la parole. Pour le laisser parler, j'ai quand même dû réactiver son micro, sinon ça risque d'être compliqué. Et je lui laisse la parole avec plaisir. Merci beaucoup David, merci beaucoup Thierry. Bonsoir à tous. Bravo Thierry, superbe conférence. Sur le pourquoi le bonapartisme. Alors moi, je prendrai le sujet de l'autre côté. Donc, effectivement, on peut parler de l'homme providentiel, on peut parler de ce besoin du chef qui s'est tellement décliné dans la République française depuis au moins De Gaulle, et depuis que de déception, mon Dieu. Et on les a tous comparés systématiquement à Bonaparte. C'était plus c'est devenu quasiment un marronnier. Alors Sarkozy, c'était Napoléon parce qu'il était énervé. Macron, je ne sais pas, c'est peut-être parce que sa femme est plus âgée que lui, comme l'empereur. C'est peut-être la seule raison, parce que je ne vois pas d'autres éléments de comparaison. En revanche, effectivement, Macron, il y a du Louis-Philippe en Macron, il n'y a pas du tout de Bonaparte. La raison pour laquelle moi je vois le bonapartisme aujourd'hui, c'est parce que depuis quelques années, la société a découvert quelque chose d'absolument incroyable. Le peuple existe. Donc, depuis les années 80, on a fait tout ce qu'on a pu pour le morceler, pour le diviser, pour l'atomiser. Vous savez, depuis Thatcher, Reagan, 83 avec Mitterrand et surtout l'acte unique européen, on a fait tout ce qu'on a pu pour favoriser le développement d'une société capitaliste financiarisée totalement dérégulée, créer une société liquide où chaque individu est atomisé, et on vit aujourd'hui une espèce d'apogée de cette atomisation où la moindre sous-communauté doit avoir plus de droits que le groupe. Alors maintenant, on en est à je ne sais plus combien d'initiales dans les définitions de ces différentes communautés, on ne s'y retrouve plus du tout. Et surtout, on n'existe plus en tant que groupe. Alors malheureusement, le réel se rappelle à nous, à eux. Le réel se rappelle à l'histoire, c'est une très bonne chose, et ça a connu plusieurs illustrations. Bien évidemment le Brexit, bien évidemment l'élection de Donald Trump qui a pris tout le monde complètement de court, et en France, une autre apogée, comme toujours en France, les Gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est simplement le rappeler que le peuple existe, c'est-à-dire ce que Christophe Guilluy, dans son dernier ouvrage, appelle les gens ordinaires. Les gens ordinaires, c'est l'immense majorité de la population. Et les gens ordinaires, c'est vous, c'est moi. Alors, non, moi d'ailleurs, je fais plutôt partie de ce que Christophe Guilluy rentre statistiquement à juste raison. Je fais partie des 7% qui gagnent plus de 3 000 euros par mois, ça c'est vrai. Je ne fais pas partie des 1% qui gagnent encore plus que ça, mais je fais partie des 7%. Et effectivement, dans ce cadre-là, j'entre dans l'armée de réserve de cette élite qui doit maintenir les 1% au pouvoir pour continuer à gratter mes 3 000 euros. Et c'est une analyse qui est réelle. Le fait est parfaitement réel. Et ça veut dire qu'il reste 93%. Donc, il y a 93% de la population qu'on a cherché à nier, à humilier,
à terroriser. On leur a dit attention, pas d'amalgame, c'est très très dangereux les amalgames, vous êtes raciste, je vous sens un peu homophobe, qu'est-ce que c'est que cette misogynie? Et à chaque fois, vous êtes grossophobe, glottophobe. Donc d'un seul coup, on essaye de nous diviser, Et ben néanmoins, le peuple, les gens ordinaires, comme le dit très bien Christophe Guilluy, existe. Les indépendants, les employés du service public, comme les employés du secteur privé, les petits artisans, ces gens-là existent. Et quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur, ils ont tous un appétit qui est le même, c'est-à-dire un appétit de respect. Il faudrait qu'on les respecte. Et pour les respecter, ils veulent qu'on respecte le territoire dans lequel ils vivent. Ils veulent qu'on respecte leur histoire ou l'histoire qu'ils ont décidé d'adopter. Et ils veulent qu'on arrête de les lever les uns contre les autres et de les humilier. Pour moi, c'est ça le bonapartisme aujourd'hui, la raison pour laquelle le bonapartisme connaît un appétit. Pourquoi les bicentenaires napoléoniens, là pour le coup, je les pratique de très près, puisque j'étais jusqu'en Russie pour enterrer les soldats français et russes côte à côte avec le Grand-Duc de Russie il n'y a pas très très longtemps, et je suis régulièrement sollicité sur les bicentenaires napoléoniens. La raison pour laquelle ça crée tellement de polémiques et tellement d'intérêt, c'est parce que Napoléon, c'est l'image de l'Empire, c'est cette vitamine dont on a besoin. Napoléon Bonaparte, l'image de l'Empire, plus que vraiment les périodes du Premier Empire en particulier, mais du Second Empire aussi, mais surtout le Premier Empire, c'est cette époque où n'importe qui pouvait transformer sa vie en destin, en épopée, où il y avait un projet, où le projet était réalisable, où on pouvait devenir... Je suis Joachim Murat, c'est-à-dire que là, il y a 6 générations, paysans, petits-fils de paysans, et d'un seul coup, roi de Naples. Donc ça, c'est le Premier Empire. C'est extraordinaire. Vous prenez n'importe quel grenadier, n'importe quelle lavandière qui va connaître des destins complètement incroyables, ça n'était que sous le Premier Empire. Et il n'y a que l'Empire qui a permis cette méritocratie réelle, cette méritocratie de gens qui se sont battus pour un idéal qui les dépassait, qui les grandissait, qui les amenait vers quelque chose de plus grand qu'eux, qui était cette idée de la France, effectivement portée par un Bonaparte et son entourage. Et c'est ça Napoléon, c'est cette capacité de canaliser une énergie incroyable de ce qui, pour moi, est la plus belle construction du genre humain, c'est-à-dire la France. La France est pour moi la plus belle construction du genre humain. Je sais que c'est peut-être un petit peu excessif à entendre, mais c'est comme ça. La France, c'est énormément de panache. La France, c'est énormément de culture, énormément de savoir, une histoire incroyable. C'est le pays qui a diffusé dans le monde entier les idéaux de liberté et de fraternité, d'égalité, et qui a gravé dans le marbre de toutes les nations aujourd'hui ce qui a été le Code civil napoléonien, qui a créé cette société d'égalité entre les hommes. Et c'est ça la France. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, nous, on se dit, mais non, Français, pardon, excusez-nous, le patriotisme, c'est mal. Après malheureusement, tant de durée politique à humilier le patriotisme, et là-dessus, je veux dire que le Front National a malheureusement joué un rôle détestable à humilier le patriotisme en France, où on avait peur de sortir un drapeau français. Rappelez-vous de cette époque où, quand on avait un drapeau français, on était considéré comme un nazi. C'est complètement délirant. Il a fallu des attentats pour que le drapeau français redevienne quelque chose d'acceptable. C'est ahurissant. Alors que la France, il y a tout de même, je ne vois pas de quoi on peut avoir honte. On prend le bilan général, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, évidemment, qu'on peut critiquer, mais la France, c'est tout de même une réussite incroyable, incroyable. C'est un projet réalisé en commun. Mais, je veux dire, un livre de science-fiction, on n'aurait pas pu imaginer une réussite pareille. Donc, et voilà, c'était ça l'Empire, c'était cette méritocratie de cette élite qui s'est levée au service du bien commun. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Mais ça, il y a un vrai détachement, on le sent. Tout le monde le sait, plus personne n'est dû, plus personne ne croit au greenwashing, au diversity washing, au European washing. Il y a un vrai décrochement entre la totalité de la population et je ne sais pas, 5, 6, peu importe, ou 1%, de ces élites. On n'a rien contre les élites, simplement elles nous ont déçus, elles se sont délégitimées. On a toujours eu besoin d'élites, on aura toujours besoin d'élites. Simplement, celles qui nous gouvernent aujourd'hui, celles qui nous donnent l'information aujourd'hui, sont quand même assez massivement, celles qui sont représentées en tous les cas, délégitimées. Et ça crée une énorme colère, parce qu'on a amené ce pays au bord d'un gouffre qu'on constate aujourd'hui, puisque tout de même, rappelez-vous que Napoléon, en 2 ans, a réorganisé la totalité du pays, alors que le pays lui-même était en guerre civile et qu'on était attaqué à toutes nos frontières. Ce ne sont pas des guerres napoléoniennes, ce sont des guerres de la Révolution. En 2 ans, a tout réorganisé.
Aujourd'hui, on n'est pas foutu de faire des vaccinations ou de gérer un menu de cantine scolaire. Donc, c'est absolument inacceptable. Donc, aujourd'hui, il y a cette immense déception de ces attentes. On croyait à nos élites, on croyait dans le projet européen, tout le monde y a cru. Et tout s'est effondré. Tout s'est effondré, tout s'effondre. Et qu'est-ce qui se réveille? C'est le peuple. Et je vous dis qu'il se traduit par le Brexit, qui se traduit par Donald Trump. Le peuple est loin d'être idiot. Quand ils votent pour Donald Trump, ils savent très bien qu'ils élisent un hurluberlu. Mais c'est parce qu'il y a une question d'offre politique. Vous votez pour qui? Ben voilà, ça j'en ai assez. Ce fichage de figure, puisqu'on est enregistré, je n'utiliserai pas un autre terme, ce fichage de figure permanent dont on est victime à travers... je vais lire un clown. Voilà, ça s'est passé aussi en Italie, ça s'est passé aussi. C'est pas parce que le peuple est idiot et qu'il est manipulable, ça, ce n'est pas vrai. C'est simplement parce qu'il y a une offre politique qui n'est pas là et que malheureusement, ça va être où on réélit un énième employé de la European World Company, ou enfin on aura un chef d'État qui va abandonner la gouvernance et le management pour faire du gouvernement. Il serait temps qu'on revienne au gouvernement. Il serait temps non seulement il serait temps, mais ça va arriver parce qu'il n'y a absolument pas le choix puisqu'on est aujourd'hui à la veille d'une crise sociale absolument majeure. Donc maintenant, les attentes sont très claires de la part de la totalité de la population. Cette crise du Covid a mis la quasi-totalité des économies, et l'économie française particulièrement, au bord d'un drame qui va être pour le coup colossal. On est à la veille de plans sociaux absolument dramatiques, grâce à une politique brillante de nos élites sur ces 30 dernières années, qui se sont dit, allez, on va faire de la France un Luna Park, on va arrêter l'industrialisation, ça ne sert à rien, on va servir des cafés et ouvrir des hôtels. Bravo. Magnifique. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une société totalement de service. On est à peu près le seul pays au monde à avoir fait ce choix-là. C'était certainement un choix génial. La réindustrialisation, c'est quelque chose qui est évidemment faisable, envisageable, qui s'intéresse, qui se construit. Mais pour ça, on a besoin de gens ultra compétents qui sont capables de mettre ça en place à partir du moment où ils sont dévoués corps et âme au bien commun. C'était les élites républicaines de ce qu'on appelait les hussards de la République. Ça a été ces élites-là, ça a été ces élites de l'immédiate après-guerre, ça a été les élites gaulliennes qui ont remis la France sur un piédestal alors qu'on était considérés comme des vaincus par le gouvernement américain. Je rappelle tout de même qu'ils étaient arrivés avec des dollars français en pensant avec la fameuse opération Overlord, l'opération Suzin. Ils considéraient la France comme un pays vaincu et dont ils allaient faire le 51e État. Là, on a eu De Gaulle et son entourage qui a dit qu'il n'en est pas question et qui a relevé tout ça avec le Conseil national de la résistance et qui a fait des choses absolument magnifiques. Le siège au Conseil de sécurité, la sécurité sociale, la puissance nucléaire. Voilà, on avait des très, très belles élites. Et depuis cette espèce de délitement des années 80, malheureusement, on les a perdus. Alors, il y a toujours dans nos élites des gens d'une immense qualité, simplement, ils ne sont pas en charge. Vous avez des journaux, par exemple, qui font un très, très bon travail de journaliste. Simplement, effectivement, c'est assez rarement France Inter. En revanche, vous en avez d'autres qui sont donc là, il y a encore de très bons journalistes en France. Il ne faut surtout pas jeter le journalisme à la poubelle. On en a besoin pour une démocratie. Simplement, il faut que tous, on se lève, et c'est très important d'avoir ce genre de conversation, parce que maintenant, on ne peut plus laisser faire le sabotage, le passage à l'acide des attentes naturelles, légitimes de tout un peuple, parce que maintenant, on parle tout de même de tout un peuple. Il ne s'agit pas de la France périphérique, il ne s'agit pas de machin, il s'agit de tout un peuple qui a ses attentes légitimes de réveil, d'énergie, de volonté, de prise de décision, et qu'on se tienne à cette décision, qu'on s'y tienne. Voilà, je suis désolé, je m'énerve un peu, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que je n'aime pas voir cette belle réalisation qu'est la France traitée de cette façon-là aujourd'hui. Bon, en tous les cas, voilà. Donc, je pense qu'il y a un risque, effectivement, avec la crise sociale qui approche, que la colère et le ressentiment parfaitement normal de l'immense majorité de la population, si ce n'est de la totalité de la population, se traduisent par des violences à droite, à gauche. Je ne crois pas au risque d'une révolution, mais je pense qu'il peut y avoir des explosions de violence à droite, à gauche. Et je pense, pour moi, que la solution à tout ça, c'est justement une idée bonapartiste. Je ne crois pas qu'il faille rappeler un empereur sur le trône de France. Je ne suis pas certain que ce soit la solution immédiate, en tout cas, on verra. Mais que cette énergie bonapartiste qui nous anime tous, c'est-à-dire cette énergie de dire on est fiers d'être Français, notre projet commun de la France, c'est d'avoir un sens de la dignité, d'avoir un projet personnel qui nous rende tous fiers de nous, qui nous dépasse, nous rassemble
et nous fasse avancer. Ça, c'est l'attente de tous les Français, d'absolument tous les Français, de tous les Français de tous horizons. Moi, je ne sais pas si vous passez un petit peu de temps vous avez des youtubeurs qui viennent de la Réunion, qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui sont plus patriotes que les gens que je croise dans la rue. Donc, qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que cette célébration des Césars? Qu'est-ce qu'on fait à mon pays? Donc les patriotes sont partout. Et les patriotes, c'est des patriotes pas au sens, c'est pas au sens de prenons les armes et écrasons les Allemands et les Italiens. C'est des patriotes au sens la grandeur de la France, ça veut dire quelque chose. La grandeur de la France, c'est un projet humain, c'est un projet de dignité mondiale, parce qu'il y a effectivement cette volonté chez les Français d'être un phare du monde. Alors effectivement, ça c'est un petit peu, le phare a un petit peu perdu en kilowatts, mais néanmoins le monde entier continue à regarder la France et le monde entier continue à écouter la France. Rappelez-vous les attentats de Paris, l'incroyable mobilisation mondiale autour des attentats de Paris. Pourtant, il y a eu des attentats à Londres avant, il y a eu des attentats à Madrid, ça n'a pas été la même. Paris, c'est toujours un symbole extraordinaire, c'est un symbole que manifestement une grande partie aujourd'hui je dirais, de cette espèce de système mis en place depuis les années 80 cherche à surtout étouffer, surtout éteindre, surtout humilier le plus vite possible. Et je crois que le bonapartisme, c'est cette énergie-là, c'est cette énergie c'est cette volonté du peuple à être ce qu'il représente, c'est-à-dire quelque chose de très grand. Voilà. Merci, Monseigneur. Si vous avez terminé, bien entendu. Oui. Mais je vous remercie beaucoup. Vous parliez des youtubeurs venant de tous les continents. Donc, ce soir, je vais quand même vous préciser que nous sommes aussi visionnés et écoutés aux États-Unis et en Chine. Donc, on est déjà sur les deux extrémités, si on peut dire, de la planète. Et je pense qu'on doit avoir des auditeurs et des visionneurs sur d'autres endroits. On a encore gagné, on a dépassé les 110 participants. Donc, je vais revenir à chaque fois sur les chiffres, mais ça fait plaisir parce que on se disait, bon, est-ce qu'on va réussir à rassembler du monde? Et finalement, on rassemble du monde et personne n'est parti. Et au contraire, il y a des gens qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Beaucoup de questions aussi nous sont arrivées. Donc, ça, je vais laisser la parole à Christopher pour poser les questions une à une. Et je demanderai à Thierry ou même Monseigneur d'y répondre parce qu'il y en a qui concernent le bonapartisme en général. Et puis, il y a des questions, on va dire, un peu plus si je puis dire ça, comme ça. Donc, je vais laisser la parole à Christopher pour qu'il déroule les questions. Donc, comme je le disais, si vous en avez encore, posez-les. Si on ne peut pas les passer en direct, on fera des réponses écrites. On t'y est engagé et en règle générale, on tient nos engagements. Enfin, je pense que ceux qui nous connaissent depuis le temps savent qu'on tient nos engagements. Donc, je vais donner le micro à Christopher pour qu'il puisse attaquer les questions. Et ça continue à arriver. Donc vous inquiétez pas, à tous ceux qui posent des questions, je vous le répète, si on ne les pose pas en direct, vous aurez des réponses écrites sans aucun souci. Christopher, je te laisse la parole pour dérouler les questions. Et Thierry et Monseigneur, si vous êtes disposés à y répondre, ce sera avec plaisir que nous vous écouterons. Christopher, c'est à toi. Merci David pour cette prise de parole. Merci évidemment à Thierry pour cette visioconférence de qualité et aux ajouts de Son Altesse Royale Joachim Murat pour ces petites précisions et cette conclusion. Alors les questions, David, tu aimes les chiffres, je peux te dire qu'on a déjà plus d'une vingtaine de questions, donc c'est très probable que ce soir nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes, mais on va essayer en effet de voir un petit peu avec vous lesquelles on peut répondre. Alors la première question qui sera posée à Thierry, comment le bonapartisme peut faire renouer les Français avec la démocratie? Oula, très vaste question. Voilà, on l'a dit presque tout à l'heure, il faudrait presque tout reprendre. Je pense que la démocratie, ce n'est pas simplement une technique, ce n'est pas simplement une méthode, c'est un mental. On le voit, on a une faiblesse dans la participation, on a un désengagement, qu'il soit dans les partis, qu'il soit dans les associations. Je pense qu'il faut redonner un espoir. C'est le premier point, le bonapartisme. On le dit toujours, quand Bonaparte arrive au pouvoir, les caisses sont vides, les gens sont désespérés, il y a une insécurité sur les routes. Le nom, la confiance qu'on donne. Là aussi, j'ai pris un seul exemple tout à l'heure, celui de 2005. On fait un référendum en 2005, les Français s'expriment, on ne respecte pas. Comment voulez-vous qu'un citoyen français
Et ensuite, confiance dans les élections. On passe d'une majorité à une autre, rien ne change. Comment voulez-vous que les Français continuent à aller voter? Voilà. Moi, le premier point, il n'est pas dans la technique. On a amélioré la démocratie au fur et à mesure. Je parlais tout à l'heure du bulletin de vote, de l'enveloppe, de l'isoloir. Je pense que dans la technique, dans le corps électoral, on ne peut pas faire mieux. Voilà, on a parlé là, pour la prochaine élection d'anticipation, de faire voter sur des machines électroniques. C'est pas ça. C'est pas ça qui va accroître le nombre de votants. On le sait, venir s'exprimer, et ça va prendre un quart d'heure, c'est de se déplacer de chez soi pour aller à la mairie ou dans une école. C'est pas ça qui empêche les gens d'y aller. Pourquoi est-ce qu'on a peu de participation? Parce que les gens n'y croient plus, tout simplement. Redonner confiance, redonner espoir. Merci Thierry. Seconde question que j'ai sélectionnée. Ne pensez-vous pas que la désinformation républicaine autour du Second Empire n'a pas enterré les esprits de nombreuses générations sur l'idée du bonapartisme? Alors, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors, on ne va pas refaire l'histoire. Hein. Si, on voit mal qu'on préfère. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur Napoléon III. Peut-être encore plus que sur Napoléon Ier. Alors, c'est vrai qu'on est en année de bicentenaire. Ceci dit, on était l'an dernier dans un 150e anniversaire de la guerre de 70. Et puis d'autres événements. Hein. J'ai parlé du plébiscite de 1870, des élections de 69. On aurait pu faire ça. On n'a rien fait sur Napoléon III. Napoléon III est un j'allais presque dire un vrai condamné de l'histoire. Lorsque la République arrive, elle a du mal de s'installer en 70. On l'oublie, mais on accuse Napoléon Ier Bonaparte d'avoir fait un coup d'État. Personne n'accuse la République d'avoir fait un coup d'État en 1870. Et pourtant, comment on arrive? Napoléon III rend son épée à l'ennemi le 2 septembre 1870. Il n'y a pas de conséquences constitutionnelles pour l'instant. Et il y a un coup d'État, je vois mal qu'on peut l'appeler autrement, un coup de force, un coup d'État des députés républicains de Paris qui envahissent le corps législatif et qui ensuite vont proclamer la République à l'Hôtel de Ville de Paris. Ça s'appelle un coup d'État, aussi fort que celui du 18-19 Brumaire en 8, et aussi fort que celui du coup d'État, avec peu de morts, même pas de morts d'ailleurs je crois, le 4 septembre 70, mais il n'avait pas eu non plus au 18 Brumaire. Donc, c'est un coup d'État. Or, la République, elle s'instaure par un coup d'État en face de l'ennemi aussi, hein, ce que n'ont pas fait les prédécesseurs. Hein. L'ennemi est là et on fait un coup d'État et on renverse le régime. Et après, la République ne sait pas comment on fait pour s'installer. On va parler, on parle encore, on commence, ou on recommence, de la Commune de Paris. C'est la République, c'est pas le Second Empire hein, où ça se passe. Ensuite, on fait des élections et les élections ne sont pas favorables aux républicains. Les élections du 8 février 1971. Et donc la République n'est pas installée, n'est toujours pas installée, mais elle n'a toujours pas fait non plus de plébiscite. Je l'ai dit tout à l'heure, Bonaparte, lorsqu'il arrive, lorsqu'il fait son coup d'État, il demande aux Français de valider, ou de ne pas valider d'ailleurs. Hein. Et Napoléon III fera pareil après le coup d'État du décembre 1851. Il demande aux Français d'accepter, de valider. La République n'a pas fait ça. Et donc, comme elle a du mal d'être installée, comme elle est très instable, et qu'on fait certes des élections, mais qui ne sont pas favorables aux républicains, il faut attendre ensuite des élections de 76, qui le sont un peu plus, puis de 77, puis le Sénat, puis le passage de la présidence de la République de MacMahon à Grévy. Eh bien, le seul moyen qu'a la République pour s'installer, c'est de faire table rase du passé. C'est d'oublier totalement Napoléon III. Et y compris chez les Napoléoniens maintenant, Napoléon III est pas bien perçu, mais en fait, personne ne le déteste. On ne le connaît pas. On ne sait pas ce qu'il a fait. Le bonapartisme, il disparaît aussi. Alors, ce n'est pas la seule raison, il y en a d'autres. Hein. On pourra les évoquer. Mais la grande raison, c'est ça aussi. C'est qu'on a voulu tout mettre sur le dos de Napoléon III, y compris la défaite de 71. Non, on pourrait renvoyer à la loi Nil sur l'armée, on pourrait renvoyer sur plein de choses. Napoléon III est probablement le seul qui ne veuille pas la guerre en 1870. Mais on lui impute ça, comme on va tout lui imputer. Et les hussards noirs de la République, je crois que Monseigneur a parlé des hussards noirs de la République, qui ont en effet fait un gros travail, ça on ne peut pas le reprocher, mais ils ont fait table rase du passé. Napoléon III n'existait plus.
Et les réalisations de Quand Napoléon III, quand vous avez un Victor Hugo qui s'occupe de votre postérité à ce moment-là, vous êtes foutu. Je veux dire, c'est passé à l'acide. Donc, le même Victor Hugo qui s'imaginait Premier ministre sous le Second Empire et dont on parle toujours de Victor Hugo comme étant le génie politique français, c'est surtout quelqu'un qui a cherché à se placer le plus possible et qui ensuite, à chaque fois que ça ne marchait pas, avec un talent inégalé, détruisait le régime précédent. Donc là, effectivement, quand vous êtes traité par Victor Hugo, quand votre postérité est détruite par Victor Hugo, il va falloir un certain temps pour s'en remettre, et Thierry a parfaitement raison. On l'a simplement complètement oublié, alors que Napoléon III est probablement un des plus grands souverains que la France ait connu. Il est toute l'urbanisation, c'est lui, enfin, c'est complètement ahurissant. On va en reparler probablement, parce que l'année prochaine, on a un sujet de bicentenaire, de soixantenaire extraordinairement sensible, dont on va beaucoup entendre parler, c'est les accords d'Évian. Vous savez à quel point la situation est inflammable en ce moment, ces histoires de mémoire entre la France et l'Algérie. L'année prochaine, c'est le 60e anniversaire des accords d'Évian. Le seul qui a envisagé l'Algérie comme il fallait l'envisager, c'est Napoléon III. C'est le seul. exactement. Et c'est le seul qui arrive après la colonisation française et qui se dit il faut faire un royaume arabe d'Algérie, il faut faire un royaume arabe d'Orient avec Abdelkader. C'est le seul qui ne voulait absolument pas faire une colonie mais un protectorat. C'est la République qui a fait n'importe quoi ensuite après. Et ça, non, surtout, il ne faut pas en parler. Enfin, bref. C'est un vrai sujet d'effacement de l'histoire, Napoléon III. C'est pour ça qu'il faut être très, très attentif aux salisseurs de mémoire et aux effaceurs d'histoire dont nous sommes aujourd'hui les témoins. Ils sont absolument partout. Il ne faut pas les laisser faire parce que les conséquences pour les générations suivantes, c'est très dangereux. Donc, il y a un gros travail à faire sur Napoléon III. Ça avait été commencé, hein, rappelez-vous, Philippe Seguin, rappelez-vous le colloque sur l'habilité Napoléon III. Enfin, voilà, ça a commencé, mais c'est très compliqué, Napoléon III. Il viendra. Xavier Mauduit fait un très très beau travail sur le sujet, qui a pris la suite de Philippe Seguin. Il fait un très beau boulot. Cet historien remarquable. Justement, si je me permets de reprendre, vous avez un petit peu abordé quelques pistes de la prochaine question. Pourquoi ne faisons-nous pas une communication plus efficace pour faire connaître le travail de l'empereur Napoléon III? Alors, je rassure celui qui a posé la question, on essaie. On essaie. On le sait, je parlais tout à l'heure des Napoléoniens, même les Napoléoniens ont du mal avec Napoléon III. Même les Napoléoniens disent « Oh, c'est le petit ». Il a imité l'oncle. Non. Je vais évidemment pas enlever la grandeur de Napoléon Ier, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, monseigneur. Le Napoléon III, il a fait énormément de choses qui sont tout aussi pérennes que ce qu'a fait son oncle. Dans d'autres domaines, hein, économiquement, industriellement, sur les termes bancaires, sur le social. Comme vous le rappeliez, les bases sociales de la France, dont la République s'enorgueillit tellement, sont toutes nées sous le Second Empire. C'est vrai que l'instruction pour les enfants, c'est pas du tout Jules Ferry, c'est Victor Duruy. Tout ça, c'est Napoléon III. Le droit de grève, évidemment, le droit de rassemblement, la sécurité sociale, c'est lui. C'est lui qui a inventé dans plusieurs départements la gratuité des soins de santé pour éviter justement les épidémies. Donc, alors que Napoléon était le premier à faire des vaccinations nationales. Ça marchait beaucoup mieux à l'époque du Premier Empire qu'à l'époque de Macron, les vaccinations. Mais ce qu'on doit à Napoléon III en termes de socle social est immense. Pour continuer sur d'autres questions, le bonapartisme, par sa capacité de transcender les identités et les clivages politiques, ne serait-il pas ce qui permettrait une véritable unité européenne? Je crois qu'on n'en est pas là non plus. Hein. Non, je crois pas non plus. L'Europe, il faut être clair, hein, l'Europe est très divisée. Napoléon Ier le disait, lui, voilà, c'était peut-être une de ses volontés, grâce au Code civil, j'ai toujours l'habitude de dire, le soldat napoléonien, c'est pas facile, c'est pas pratique, mais se battait avec dans la main droite le fusil et dans la main gauche le Code civil. Avec le fusil, il n'a pas obligatoirement réussi, hein, Waterloo est face, mais avec le Code civil, il a réussi. Donc il y a bien sûr une volonté de la part de Napoléon Ier. Quand j'évoquais, mais tout le monde le sait, que les Polonais, les Italiens, les Belges sont plus napoléoniens que nous. Oui, il y a un personnage qui s'appelle Napoléon, qui pourrait être un point de convergence, qui pourrait être, bon, après, peut-être pas politiquement non plus. Mais même si on le sait, il y a des groupes bonapartistes qui existent dans ces pays-là. On n'a même pas parlé des groupes muratistes en Italie et à Naples en particulier, mais il y a des groupes qui s'appellent groupe bonapartiste. On a un comité bonapartiste oriental
en Russie, en Ukraine, enfin, en Bulgarie, en Belgique. Bon, après, de là construire une Europe napoléonienne ou bonapartiste, voilà. Commençons déjà chez nous et on verra après. Question suivante. René Raymond a-t-il eu raison de classer le bonapartisme parmi les courants politiques de droite, bien que Thierry, tu aies apporté une certaine forme de réponse? Alors, pour moi, non. Alors, je comprends René Raymond parce que lui fait un ouvrage sur la droite puis les droites. Et clairement, on peut d'abord parce que lui, la première fois lorsqu'il écrit, c'est 1954, et ensuite 82. Et en 82, il met le gaullisme, parce qu'il ne parle pas simplement des droites, il considère, quand il parle de droite bonapartiste, ce n'est pas une droite dynastique, hein, ce sont les héritiers du bonapartisme. Et il place le gaullisme là-dedans. Donc oui, le gaullisme est clairement un héritier du bonapartisme. Après, je pose la question, le gaullisme est-il à droite? Bah, pas plus. Pas plus. Donc pour moi, je parlais d'hémiplégie tout à l'heure, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est Cassagnac qui l'évoquait au congrès plébiscitaire de 1913. C'est couper le bonapartisme d'une partie, voire de la moitié de son existence et de ses origines, si on le place uniquement à droite. On peut, oui, René Raymond a raison, il fait partie de la droite, c'est bien une tranche de la droite, mais j'imagine un René Raymond qui fasse, et ce que je disais tout à l'heure, hein, j'imagine un René Raymond ou un autre qui fasse la gauche en France ou les gauches en France, il aurait été bien placé pour faire un chapitre complet sur la gauche bonapartiste, parce qu'elle existe autant que la droite bonapartiste. Voilà, pas d'hémiplégie, on marche sur deux jambes, le bonapartisme a deux bras, deux jambes et une tête. Voilà, c'est aussi ce qui manque, la tête. Oui, c'est un peu l'héritage qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, tous les présidents de la République se veulent au-dessus des partis. Ils ont raison, c'est leur rôle de rassembler. Ça, c'est bonapartiste, c'est d'avoir un homme qui dirige la nation française, qui est évidemment élu par un parti, mais qui ensuite représente tout le monde. Et j'abonde totalement dans le sens de Thierry là-dessus, bien sûr. Le bonapartisme, c'est pas le en même temps macronien. Le en même temps Ah non, du macronien, tout. c'est un slogan. C'est un slogan complètement dépassé maintenant. Mais en revanche, effectivement, le gaullisme est un bonapartisme modernisé, comme le disait Rosan Vallon, dans le sens où c'est une volonté de maintenir à la France un statut de grands pays au sein du concert des nations, de donner aux Français un objectif qui soit pas uniquement un objectif de pouvoir d'achat, mais un objectif de dignité personnelle, un objectif de construction de soi, un objectif de quelque chose qui cadre vers quelque chose de plus grand. C'est ça le bonapartisme. L'empire libéral de Napoléon III n'a-t-il pas été une grande erreur dont les républicains ont hérité? Oui, oui, oui. Sur la fin du règne, il est une évidence que Napoléon III a accepté beaucoup de choses qui peut-être dénaturaient le bonapartisme en lui-même et qui ne permettaient pas d'ailleurs, parce que je pense que c'était son intérêt, je pense qu'il essayait de séduire son opposition sans que ça marche complètement. Il avait, je pense, un meilleur créneau avec les ouvriers, mais les ouvriers n'étaient pas républicains. Et ce n'est pas le libéralisme qui les intéressait le plus. Et moi, Christopher, je vais rapidement revenir sur votre toute première question sur comment est-ce que le bonapartisme peut réconcilier les gens avec la démocratie. Thierry a fait une très très bonne réponse. J'y réfléchissais parce que c'est évident. Je veux dire, d'abord par le fait que le bonapartisme passe par le référendum, donc il y a une démocratie qui est beaucoup plus directe avec le bonapartisme. Il y a aussi le fait que l'idée, c'est de porter une élite qui soit au service du bien commun. Et à partir du moment où on porte une élite qui est au service du bien commun, on va intéresser les gens qui vont arrêter de se faire prendre pour des idiots, donc qui vont participer beaucoup plus à cette vie publique. Et que là où le serpent ne se mord pas la queue, mais là où c'est un cercle vertueux, c'est que c'est à nous, en tant qu'électeurs, de pousser cette élite, de pousser une élite qu'on considère comme étant celle qui défend nos intérêts. Des intérêts très simples de sécurité, de sécurité économique, de sécurité physique, d'éducation, de santé, de maintien des services publics, de maintien des grands biens communs, et pas du tout cette vente à la découpe de la quasi-totalité de nos trésors nationaux, dont je vous rappelle qu'il est assis aujourd'hui dans le Salon Murat, un des plus grands découpeurs de l'industrie française, le Salon Murat à l'Élysée. Et le lien avec la démocratie est immédiat à partir du moment où on réussit, par ce jeu justement de vote et de référendum régulier,
à faire émerger, à pousser en avant cette élite qui existe, qui est là, mais qu'on ne voit pas, qui sera là pour le bien commun. Et ceux qui sont déjà là, mais qui ne sont pas là pour le bien commun, quand ils vont comprendre qu'il faut absolument se mettre à travailler pour le bien commun pour rester en poste, croyez-moi, ils vont rapidement changer de braquet. Donc, moi, je crois beaucoup, si vous voulez, je vais reprendre ce que disait Michel Onfray là-dessus, c'est aussi un peu un slogan, mais je crois aujourd'hui au peuple providentiel autant qu'à l'homme prévidentiel. Et je pense qu'honnêtement, le retour du peuple est une évidence, et je crois que la France est un peuple, les Français ont toujours été un peuple providentiel. Merci pour cette précision. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez éventuellement revenir sur des questions posées précédemment. Quand parfois, on prend le temps de réfléchir et de répondre. Il n'y a aucun souci. Alors, deux questions que je vais vous poser de manière un peu cumulative qui se ressemblent un petit peu. Premièrement, le bonapartisme est-il un nationalisme? Et la question qui m'amène un petit peu sur le même terrain, c'est une personne qui nous explique qu'après avoir lu Qu'est-ce que le fascisme de Maurice Bardèche, pouvons-nous faire des liens avec la philosophie fasciste et la philosophie bonapartiste? Alors, on va prendre les deux, parce que c'est vrai que les deux, d'ailleurs, les deux questions peuvent se rejoindre. Là aussi, on est, quand on a une vision historique, hein, on est parfois surpris s'il fallait placer le nationalisme. D'abord, il faudra d'abord commencer par définir la notion de nationalisme. Mais quand vous êtes nationaliste ou quand vous êtes patriote au début du 18e, au début du 19e ou à la fin du 18e, vous êtes de gauche. À la Révolution, qui sont les patriotes, qui sont les nationalistes? Ce sont les révolutionnaires. Donc oui, de ce point de vue-là, le bonapartisme s'inscrit clairement, volontairement dans cette filiation patriote, nationaliste, mais qui, encore une fois, qui est issue de la Révolution de 89. Et ceux qui ne sont pas patriotes, ce sont plutôt justement les Blancs. Globalement, le nationalisme, il est à gauche. Je fais de l'anachronisme volontairement, mais il est à gauche, allez, jusqu'à la fin du 19e, jusqu'à Boulanger, jusqu'à l'affaire Dreyfus, si l'on veut. Et après, la gauche va plutôt être pacifiste, internationaliste, avec les marxistes en particulier. Donc, oui, le bonapartiste, il a un accent nationaliste dans le sens où il doit privilégier le bonheur des Français. Ça, c'est du nationalisme. Privilégier la nation et privilégier le bonheur des Français. Ça s'appelle du nationalisme. S'occuper avant tout de son peuple. C'est une évidence. Après, voilà, le nationalisme n'est pas un va-t-en-guerre. Hein, c'est pas, si on fait cette définition-là, le nationalisme, c'est pas vouloir la guerre avec son voisin. Sur le fascisme, certains ont écrit en disant que Bonaparte ou que Napoléon avait été le premier des fascistes. J'aimerais avoir ce qu'il y a de fasciste dans la politique napoléonienne. J'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal d'assimiler les deux. Et si on veut même aller plus loin, quand certains, allons-y, disons tout net, font un rapprochement, un parallèle entre Napoléon et Hitler, j'ai du mal, encore plus du mal. Où y a-t-il des questions de race dans le bonapartisme? Il n'y en a pas. Où y a-t-il des questions d'exclusion? Il n'y en a pas. Où y a-t-il de l'antisémitisme? Au contraire. On pourrait rappeler les ghettos en Italie ou en Pologne. Non, là aussi, c'est, je pense, un peu facile. Moi, le lien entre ces... Si vraiment il y avait un héritier, il y en a plusieurs héritiers au fil de l'histoire. Le boulangisme a essayé de refaire du bonapartisme. C'était du bonapartisme qui ne réussissait pas. On peut considérer que Pierre de la Rocque et les Croix de Feu font en partie du bonapartisme. Mais pour moi, de la Rocque, il n'est pas fasciste, surtout pas. Et après, le gaullisme incarne un certain bonapartisme, avec là aussi des nuances, parce qu'il y a une adaptation à l'époque. Mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Après, si vous voulez faire des liens, on peut faire des liens entre le fascisme et le socialisme, si on veut. On peut faire des liens avec beaucoup de choses. Bon, c'est pas très concluant non plus. Non, je suis d'accord, entièrement d'accord avec Thierry. Le lien entre le bonapartisme et le fascisme, là, à nouveau, ça tient. Non, vraiment, ça s'est démonté en 2 secondes. En revanche, sur le nationalisme, et là, je suis d'accord avec vous, il faut savoir ce qu'on entend par nationalisme. Qu'est-ce que c'est que le bonapartisme? Le bonapartisme, c'est pour moi, qu'est-ce que c'est que Napoléon Ier? Napoléon Ier, c'est celui qui va essayer d'ancrer dans la durée l'acquis le plus important de la Révolution française, qui est un acquis qui a été arraché de très haute lutte par le peuple français en tout premier, la souveraineté populaire.
c'est un truc complètement incroyable, la souveraineté populaire. D'un seul coup, c'est le peuple qui est souverain. Donc ça, il va l'inscrire dans les lois, la souveraineté populaire. Et donc, il a réussi à maintenir, et par les textes qu'il a réussi à créer, parce qu'après Napoléon terminé, vous n'aurez plus un seul roi. Le prochain qui va commencer à avoir des idées d'absolutisme, c'est Charles X, et il finira par partir en courant en Angleterre, donc parce qu'il sera chassé par le peuple français. Donc, en ce sens, le bonapartisme est un souverainisme. Ça, pour moi, ça me paraît évident. Un souverainisme au sens où on défend les intérêts de son peuple et on laisse surtout à la souveraineté populaire la possibilité de s'exprimer. C'est à la souveraineté du peuple français, c'est-à-dire des membres qui appartiennent à la nation française, qui doivent s'exprimer. Et effectivement, une fois de plus, on a vu à quel point cette souveraineté est piétinée de temps en temps, notamment le fameux exemple absolument incroyable du référendum de 2005, où les Français ont dit non à la Constitution européenne, et on leur a enfoncé dans la gorge quelques années plus tard. Donc voilà, pour moi, effectivement, évidemment, ce n'est pas un fascisme, Thierry va très bien les montrer. Un nationalisme, après, ça dépend un petit peu ce qu'on entend par nationalisme. En tous les cas, c'est un souverainisme. C'est-à-dire qu'il est là pour garantir la souveraineté populaire. Une souveraineté populaire, ça s'exprime dans une nation. Une autre question, quelles pourraient-elles être les premières étapes afin de sortir de l'éducation nationale et entrer pleinement dans l'instruction nationale? Déjà, les deux termes, je rappelle que pendant longtemps, ça s'appelait ministère de l'instruction publique. Pourquoi? Parce que l'instruction, elle dépend de l'État. Et là aussi, c'est une découverte face à la concrétisation par Bonaparte, avec la création des lycées, du bac, qui doit être un diplôme national et qui est un diplôme d'État. Donc, c'est à l'État d'instruire. L'éducation, c'est les parents, tout simplement. C'est quoi l'éducation? La politesse, c'est pas à l'école d'apprendre la politesse. Si les parents ne le font pas, je ne vois pas. Enfin, la cellule familiale est importante là-dessus. Alors, comment faire? Alors, on peut tout simplement changer le titre du ministère, c'est pas ça qu'on demande. Il y avait un ministre, il n'y a pas si longtemps, tu vas être content, Grégory, qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement, qui avait dit lire, écrire, compter. Et bien ça, on l'a oublié. On l'a oublié depuis longtemps. On a une polémique là-dessus sur les chiffres romains ces jours-ci. Mais comment voulez-vous qu'on abandonne les chiffres romains? C'est totalement absurde d'écrire Louis XIV en chiffres arabes. Mais l'école abandonne petit à petit. Regardez les programmes, j'ai des enfants, regardez les programmes à l'école primaire sur tout, sur absolument tout. Sur l'histoire, sur la géographie. Enfin, j'ai l'air d'un ancien combattant, d'un vieux réac, peut-être, hein, c'est possible que je sois à la fois ancien combattant et vieux réac. Bon, réac peut-être pas vieux, oui peut-être, mais oui, apprendre sa géographie française, ses fleuves, ses départements, ses chefs-lieux de départements. Je pense qu'on a beaucoup à revenir là-dessus. Ça, c'est l'instruction publique. C'est de l'instruction publique, ça. Regardez les pages, alors on est sur du Napoléon, regardez les pages des manuels scolaires sur Napoléon. On ne parle même pas de Napoléon III, on l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a rien. Si, il y a un coup d'État, il y a Sedan, des fois il y a le Mexique quand même, hein, qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas? Mais le reste, on l'a oublié. L'instruction publique, c'est ça aussi. L'instruction publique, alors, je vais utiliser un gros mot, elle n'est pas neutre. Contrairement à ce qu'on pense, l'instruction publique n'est pas neutre. Elle est là aussi pour former. Et la Troisième République l'avait très bien compris. Hein. Elle est là aussi pour former des citoyens. Elle est là pour former des jeunes. Je suis prof. J'ai d'ailleurs des étudiants qui sont de l'autre côté de l'écran en train de nous écouter. Allez, en 10 ans, c'est pas beaucoup 10 ans. En 10 ans, j'ai vu, et je ne suis pas le seul, tout le monde le constate, à l'arrivée à la fac, quand je vois mes premières années, heureusement, il y en a des bons, mais quand je vois le niveau en français, quand je vois le niveau de culture générale, les étudiants en droit et en Sciences Po étaient les meilleurs autrefois en culture générale, je me dis que sont les autres. Ça n'existe plus la culture générale. L'orthographe, oui, l'orthographe, c'est important. Écrire en français, ça me paraît plus qu'incontournable. Ça, c'est l'instruction publique, ce n'est pas l'éducation. Ça, c'est des signes très forts. Lire, écrire, compter. Et puis après, connaître sa géographie nationale, connaître son histoire de France, ça, c'est l'instruction publique. Oui, puis le rôle de l'éducation nationale dans la construction et le maintien d'une nation, c'est-à-dire ce plébiscite de tous les jours, comme disait Ernest Renan, est absolument fondamental parce qu'il a créé un corps de connaissances communes qui va se passer de génération en génération. C'est ça qui crée ce lien
transgénérationnel sans lequel il n'y a tout simplement pas de nation. Et effectivement, ce corps de connaissances communes, Thierry le rappelle très bien, est chaque jour attaqué et diminué et amoindri et minimisé parce qu'on veut passer des savoirs aux compétences. Non, l'école est là pour apprendre des savoirs, elle n'est pas là pour apprendre des compétences. Donc, il y a des... Enfin, ça, c'est un raccourci ce que je vous fais, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais il y a un cœur de savoir qu'il faut absolument inculquer à tous les élèves. Il faut ce rapport au grand texte, il faut cette connaissance des poètes, qui permet d'avoir un esprit critique, qui permet ensuite d'être un citoyen qui sait analyser une information quand il la reçoit en se disant « là, on se fiche de moi ». Là, on me dit à peu près la vérité. Ça, c'est n'importe quoi. Et c'est ça qui permet d'avoir un vote éclairé. C'est ça qui permet d'être dans une vraie démocratie. Et qu'est-ce qui a foutu ça en l'air ? Vous avez eu pour ne pas le nommer, un merveilleux ministre de l'Éducation qui était M. Lionel Jospin, qui s'est dit il faut mettre l'élève au centre du système éducatif. C'est l'élève qui doit apprendre au prof. C'est complètement ahurissant. Il faut qu'il y ait un objectif de 80% au bac. On est arrivé à 95 cette année, donc là, il doit être très, très heureux. C'est le collège unique. Ça, c'est formidable. Donc, si jamais vous n'êtes pas un élève de collège, mais que vous êtes un élève de filière technique ou artisanale, vous êtes considéré comme un demi-débile. C'est aberrant. Le collège unique, c'est quelque chose de fondamentalement très dangereux. Évidemment qu'il faut favoriser toutes les filières de formation. Évidemment. Ce que font très bien les anglo-saxons, par exemple, l'Angleterre le fait très bien, l'Allemagne le fait très bien. La France, non, on est rentré dans cette espèce de chose. Je vous dis, le collège unique, le bac à 80% de réussite, la méritocratie, c'est là que la discrimination positive, par exemple. C'est quelque chose qui est très dangereux pour l'éducation nationale, puisque normalement, tout le monde devra avoir accès au même niveau fondamental de savoir à travers les mêmes systèmes de notation. Et c'est ça qui permet de déterminer, en dehors de toute considération d'origine sociale, de couleur, de religion, où est-ce qu'il y a des bons qu'on va faire monter plutôt vers le service de l'État, d'autres qu'on va amener plutôt vers d'autres fonctions, etc. etc. C'est ça, et à tous, on donne ce corpus général de savoir qui permet d'avoir ce lien transgénérationnel. Et ce lien transgénérationnel, malheureusement, l'éducation nationale, depuis 25 ans, l'a détruit. Et ça, on va en payer les conséquences de façon dramatique. Une question qui revient assez régulièrement ce soir. Son Altesse royale le prince Joachim Murat compte-t-il imiter Louis-Napoléon Bonaparte et se présenter à la présidence de la République française ? J'ai une réponse très très simple à tout ça. La réponse est non. Je suis très flatté que vous y ayez pensé. Mais non, la présidence de la République, non. Je ne m'interdis pas d'intervenir dans le débat public, mais la présidence de la République, on est à 13 mois de l'élection. Là, je suis un peu de retard sur les collègues de fond. Un peu de... non. Merci pour cette franchise. Question suivante. N'est-ce pas compliqué d'expliquer que le bonapartisme soit ni de gauche ni de droite, c'est-à-dire au-dessus des clivages, quand notre actuel président revendique d'être en même temps de droite et de gauche? Alors, notre actuel président, il revendique beaucoup de choses. Hein. C'est un peu le sujet du président. Le bonapartisme, si vous voulez, ça se constate dans les faits. Si notre président avait une once d'esprit bonapartiste autre que l'énergie dont il fait preuve, on ne peut pas lui retirer ça, c'est un type énergique. Mais le bon sens général, le bon sens commun, s'en serait rendu compte. Donc non, il est beaucoup plus Louis-Philippard que bonapartiste, dans le sens où cette énergie bonapartiste est là pour rassembler justement ni à droite ni à gauche, mais tout le monde. Et surtout, sa base, sa légitimité, son assiette, c'est une base très populaire. Ce n'est pas une base bourgeoise, le bonapartisme. La base électorale bonapartiste, elle est populaire, elle n'est pas bourgeoise. Dans le cas de M. Macron, c'est une base bourgeoise. J'ai absolument rien contre la bourgeoisie. Vous imaginez bien que je serais bien mal placé pour critiquer la bourgeoisie. En revanche, la base électorale bonapartiste, elle est populaire, c'est-à-dire les artisans, les indépendants, les employés, cette base populaire qui est devenue colossale. Vous savez, ce qu'on appelait avant la classe ouvrière, en fait, aujourd'hui, c'est augmenté. Elle a explosé. Alors, ce n'est plus des ouvriers, c'est des employés de banque, des employés d'assurance, des employés de compagnies aériennes, des infirmières, c'est les employés du secteur public et privé, c'est les indépendants, les artisans, les profs. C'est devenu gigantesque, en fait. Et c'est ça, la base électorale du bonapartisme. En revanche, les CSP, CSP+, CSP++, donc les bourgeois, eux, ça, c'est la base électorale de M. Macron, c'est-à-dire que c'est exactement la différence entre le bonapartisme et l'orléanisme. Donc, Macron est en droite purement orléaniste, il a rassemblé les bourgeoisies de droite et de gauche
Et honnêtement, ce n'était pas gagné. Donc, effectivement, politiquement, c'est une réussite. Après, on aime, on n'aime pas. Ça, je laisse à chacun le. Mais à côté, la droite et la gauche populaire, pour le moment, n'ont toujours pas été rassemblées par personne. Autre question qui nous est posée ce soir. Comment réagir face à la cancel culture qui cherche à effacer les personnages de Napoléon? Autrement dit, comment faire face au négationnisme? Eh ben, en ne se laissant pas faire, en faisant exactement ce que fait aujourd'hui le Rassemblement bonapartiste, c'est ce que vous faites, Christopher, David, Thierry, c'est parler, répondre, toujours dire et surtout en n'ayant pas peur. C'est pas parce qu'on vous traite de raciste qu'il faut que vous n'avez pas à vous justifier. Comment ça, pourquoi je serais raciste? C'est n'importe quoi, c'est quoi cette histoire? J'ai jamais rétabli l'esclavage, je ne suis pas raciste, je ne suis pas homophobe, on n'a pas à se justifier. On est dans une logique aujourd'hui où on vous accuse d'eux, et à partir du moment où vous êtes accusé, il faut vous taire. Donc c'est incroyable. Enfin, la cancel culture, c'est du néo-stalinisme, hein, c'est vraiment cette école trotskiste-stalinienne d'effacer les personnages sur les photos. C'est de l'indigénisme dans le sens où vous avez une petite minorité de personnes dites racisées aujourd'hui, je crois que c'est ça le terme, qui ont bien compris qu'il y avait un fonds de commerce intéressant là-dedans qui permettait d'avoir et du temps d'antenne à la télévision et des subventions publiques, et qui donc en font un fonds de commerce et qui malheureusement détournent des vrais sujets, parce qu'il y a des vrais sujets de discrimination contre lesquels il faut lutter, évidemment. Il y a des vrais sujets d'honnêteté historique sur lesquels il faut discuter, évidemment, mais instrumentaliser ça en disant, à partir du moment où Colbert a fait le Code noir, en décontextualisant totalement, il faut débaptiser tous les lycées Colbert, c'est pas de la stupidité, c'est au-delà de la stupidité, c'est toxique. C'est toxique, c'est dangereux, ça sert un projet qui, à terme, est absolument destructeur pour tous. Donc, ma réponse, c'est voilà, faites exactement ce qu'on est en train de faire. Ne vous laissez pas impressionner, répondez. Vous verrez que moi, il m'est arrivé de répondre à plusieurs reprises à des questions de façon publique là-dessus. Et ma réponse est toujours la même. Je ne laisserai pas passer l'agenda néo-stalinien et indigéniste. Oui, si je peux. La réponse est la même, hein. Ça ne vous surprendra pas d'ailleurs. Hein. C'est parler, continuer. Enfin, il y a beaucoup de méconnaissances complètes. Les gens ne connaissent pas Napoléon. Les gens ne connaissent pas ou autre, hein, là on est sur du Napoléon ou Napoléon III aujourd'hui, mais c'est la même chose pour Voltaire, c'est la même chose pour toute l'histoire de France, les gens ne connaissent pas. Donc oui, on a entendu que Napoléon était raciste, on a entendu que Napoléon a rétabli l'esclavage, on a entendu que Napoléon était misogyne. Ben, pourquoi pas? Oui. Ben, maintenant, allons-y, donnons les éléments sur l'esclavage, on a suffisamment. Enfin, encore une fois, la Convention en 1794 abolit l'esclavage, c'est une arme de guerre avant d'être une arme idéologique, c'est pour que les esclaves se soulèvent contre les Anglais qui occupent l'île. Et quand, en 1802, ces îles redeviennent françaises, se pose la question, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on rétablit l'esclavage ou pas? Mais l'esclavage, ce n'est pas du rétablissement. L'esclavage n'a pas été aboli dans les îles qui étaient occupées par les Anglais. Les Anglais ont conservé l'esclavage. Donc Napoléon, il décide et il dit, voilà, statu quo, là où l'esclavage a été aboli, on ne le rétablit pas. Là où il demeure, il restera. Donc, on ne peut pas parler d'abord de rétablissement de l'esclavage. Encore une fois, faut-il le dire? Faut-il le savoir? Faut-il expliquer? C'est très facile de dire il a rétabli l'esclavage. D'abord, dans quel pays l'esclavage est supprimé? Le premier qui fait un geste, c'est Napoléon en 1815. Au retour de l'île d'Elbe, c'est le 15 mars, il y a un décret qui abolit la traite des Noirs. Donc, qui en fait, de manière simple, ferme le réservoir. Et ensuite, c'est 1848. Donc, pourquoi jeter sur Napoléon ce que personne avant lui n'a fait, ce que personne ne fera après? Et enfin, ce que personne ne fera après, pas tout de suite, hein, il faudra attendre 1848. Pourquoi ça tombe sur lui? Mais c'est tellement facile. Puis en plus, sa femme était des Antilles, donc probablement que c'est elle qui lui a demandé de garder les esclaves. Enfin, là aussi, hein, je reprends exactement la même réponse que. Et puis en plus, le cas d'école de l'esclavage est un cas très intéressant, parce que si on est dans l'analyse historique, moi je trouve ça c'est tout à fait normal d'être dans l'analyse historique, mais prenons l'esclavage. L'esclavage, c'est très drôle, parce que l'esclavage, c'est une des illustrations de comment M. Chirac a inauguré le grand bain de repentance dans lequel on patauge depuis Jacques Chirac.
L'esclavage, si on est historiquement honnête, les Occidentaux se sont adonnés à quelque chose d'absolument abominable qui était la traite transatlantique. Les Arabo-musulmans, eux, se sont adonnés aux razzias et aux usines de castration. Les Occidentaux l'ont fait pendant 4 siècles, les Arabo-musulmans l'ont fait pendant 13 siècles. On n'en entend jamais parler. Jamais personne n'est allé demander des comptes au Royaume du Maroc, à la République algérienne, aux Égyptiens, aux monarchies du Golfe, sur qu'est-ce que vous avez fait à l'Afrique pendant 13 siècles. Jamais personne. On est toujours sur la traite. Les deux sont abominables, si vous voulez, mais dans ces cas-là, parlons de tous les sujets. Et voilà, donc non, l'effacement de l'histoire d'une façon générale, c'est tout à fait faire face à son histoire, quelle qu'elle soit, dramatique ou glorieuse, il faut faire face aux deux. Donc, dans le cas de Napoléon, on a plus de gloire que de drame, mais il y a des drames aussi. Il faut faire face aux deux, il faut admettre les deux. Et rejuger des personnages en les recontextualisant dans le monde actuel, c'est une idiotie, tout le monde est d'accord. On le répète ad libidum, mais c'est évident. Je vais me permettre de 30 secondes d'intervenir dans le débat. Juste un petit rappel, parce que j'ai vu passer les messages, ou même comme ça de tête. Gérald Mongin, qui est président du Cercle Napoléon, par exemple, me signalait que il a réalisé un visuel sur ce que la France doit à Napoléon. C'est quelque chose qui a été vu à plus de 60 000 fois sur les réseaux sociaux. Donc, il participe à cette conservation, on va dire, d'histoire, de cette histoire réelle que l'on peut apporter. Si on prend, nous, on a fait 2 visuels concernant les avancées civiles de Napoléon Ier et de Napoléon III. On est en moyenne, tous les 4 qui l'ont partagé sont à peu près à 10 000 vues par chacun. Donc, on multiplie ça par le nombre de cadres que l'on a présents. Donc, c'est comme ça qu'on va lutter. C'est en mettant en avant les associations, c'est en étant dans la presse, qu'elle soit locale ou nationale, comme c'est le cas actuellement, donc il faut en profiter. Et c'est en amenant des vérités et surtout en combattant nos adversaires qui ne reculent devant aucune bassesse pour salir l'histoire napoléonienne et, comme le rappelait Monseigneur, même l'histoire de France en général. Voilà, c'était la petite parenthèse. Il est 21h30, donc ce que je vous propose, c'est de faire encore 1 ou 2 questions et ensuite on libérera les gens pour ceux qui étaient là depuis le début. Et comme je vous le disais, toutes les questions ont été notées, on apportera des réponses, bien entendu, par écrit. Précision pour le prince Joachim Murat, il n'y avait aucun piège concernant 2022. Je peux vous assurer que la question est revenue à plusieurs reprises et on aurait pu passer la soirée qu'avec ce genre de questions parce qu'elle a été posée plusieurs fois sous des formes différentes. Donc, il n'y avait aucun piège là-dessus. Je pourrais vous faire passer toutes les questions. Mais on va ouvrir une cagnotte Tipeee pour commencer à. Vraiment, si Vox Populi va faire ça. Je n'osais pas vous le dire, mais 2 cagnottes sont déjà prêtes. Donc, non. Allez, je vais repasser la parole à Christopher pour encore, allez, on va dire 2 ou 3 questions, et ensuite on pourra libérer. Si vous êtes d'accord, parce que si moi je m'écoute, on est là jusqu'à demain matin. Donc, mais bon, parce que, il n'y a pas de souci, moi, je suis disponible. bon, on finira tous les deux, Thierry, un bon vieux brognard. Allez, je redonne la parole à Christopher pour 1 ou 2 autres questions. Alors, vous me direz en effet si on reste jusqu'à tard dans la nuit ou jusque même au bout de la nuit. Alors, De toute façon, on s'est engagé à répondre même rapidement par écrit, voilà, toutes les questions qui ne seraient pas qui n'auraient. Voilà, en effet, pour rebondir à cela, pas de censure de notre côté, pas de questions qui seraient écartées. Toutes les questions auront une réponse. Après ce soir, voilà, avec le calendrier de chacun, forcément, il faut s'adapter. Mais je vais quand même rester sur ces derniers mots de David, que je confirme, hein, il n'y a pas de piège. Mais continuons sur un peu ce sujet. C'est si Son Altesse Royale ne se présente pas à la magistrature suprême, que devons-nous espérer politiquement ? Quelle suite donner et quelle perspective avec l'appel au peuple? C'est presque à David de répondre plutôt qu'à moi. Je pense que voilà, tout ne se base pas que sur cette année 2022. Il y en aura d'autres après. Hein, donc, si j'ai bien compris, hein, Joachim, vous venez dit je ne suis pas candidat en 2022. On n'a jamais parlé des années d'après. Ah oui, non, je ne m'interdis pas d'être par ailleurs envisager d'autres possibilités. Mais non, que faire? Justement, que cet appel au peuple devienne cette énergie, si vous voulez, la concrétisation de ce que tout le monde sent. C'est-à-dire qui a été vu une fois de plus, les Gilets jaunes de novembre et décembre 2019, si ma mémoire est bonne, que je ne me trompe pas. Mais cet appel au peuple, c'est exactement ça. C'est-à-dire le peuple.
Il y a l'appel au peuple et le peuple fait appel à une politique qui soit une vraie politique, qui soit un gouvernement, pas une gouvernance, qui ne soit pas du management. Ce n'est pas la start-up nation, c'est de la France dont on parle. Bon sang. Et je pense que l'appel au peuple a son rôle justement pour pousser un débat qui soit un débat dans ce sens-là, qui soit un débat de reprenons le bien commun comme étant le problème central, arrêtons les divisions, les micro-divisions multipliées les unes après les autres, poussons les médias à s'intéresser à ce qui est vraiment à ce que sont vraiment les problèmes de tout le monde aujourd'hui, l'accès au logement, le salaire médian en France est à 1 700 €. Enfin, vous faites comment avec 1 700 € quand vous habitez, quand vous avez besoin, il vous faut une voiture, vous avez 2 enfants, vous faites comment? Tout le monde s'en fout de ça. Enfin, aujourd'hui, on s'inquiète de savoir si oui ou non on va garder de la nourriture végane à l'école ou pas. C'est pas ça le sujet. Enfin, je pense qu'il faut permettre de recentrer le débat sur les vraies problématiques, alors qu'on est à la veille d'un drame social majeur. Donc, pour moi, c'est ça. Surtout, le rôle de l'appel au peuple aujourd'hui, c'est ça. C'est recentrer le débat sur les sujets centraux, sur les sujets majeurs, plus de démocratie directe, le retour à un respect de ce qui est vraiment le peuple. C'est comme ça, le peuple existe, mauvaise nouvelle, le peuple existe, désolé, le réel fait son retour. Donc, on va arrêter de nier le réel. Et voilà, pour moi, c'est ça l'appel au peuple. Et puis il y aura d'autres élections aussi, hein. Oui, bien sûr, oui, non, c'est pas. Voilà, non, mais nous sommes plusieurs autour de ce bureau-là, avoir été, moi j'étais candidat aux élections législatives dès 1997, sous étiquette bonapartiste. On est plusieurs à être élus. Moi je suis aussi premier adjoint dans ma commune, encore pour pas de temps, mais depuis quelques mandats. Voilà, on a fait des élections départementales, législatives, voilà. Puis il n'y a pas que les élections non plus, mais de toute façon, on utilise aussi ces tribunes et on le fait. Et on le fera encore. Oui, et si je vais apporter une ou deux précisions à cette question. Donc effectivement, tout le monde est focalisé sur 2022, et je comprends que les gens soient focalisés dessus parce qu'on va dire que 5 ans de Macron, mais les gens en ont déjà marre, hein. Il y a pu y avoir des présidents qu'on aurait aimé revoir être réélus. Bon, très peu depuis malheureusement la Ve République, mais donc, beaucoup de personnes sont focalisées sur 2022 et sur l'élection présidentielle. Alors, effectivement, je vous le dis de suite, le prince Joachim Murat n'est pas candidat. Il n'y aura pas de candidat de l'appel au peuple non plus. David Safortin ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Et à moins que Thierry veuille y aller, bon, on ira avec plaisir, mais bon, on va se fatiguer, mais c'est pas bien grave. On le fera si on est obligé de le faire. Non, plus sérieusement, recentrer il y avait un cercle de réflexion qui était France bonapartiste, et France bonapartiste va continuer à exister en tant que cercle de réflexion. Mais à côté de ça, nous avons pris la décision donc de lancer ou de relancer l'appel au peuple. Si on fait de l'histoire, et là Thierry sera mieux passé que moi pour le dire, l'appel au peuple a été le parti bonapartiste depuis la chute du Second Empire. C'est comme ça que se regroupaient les bonapartistes. Donc, nous allons relancer le parti de l'appel au peuple. Donc, qui dit parti politique, c'est bien entendu pour participer au débat politique. Donc, y participer en étant présent dans les médias, en relançant les débats, en appuyant là où ça fait mal, comme disait le prince Joachim. C'est-à-dire, un slogan que moi j'aime bien, c'est parlons vrai, c'est-à-dire de dire des vérités. Alors, elles ne feront pas forcément plaisir à tout le monde, mais même avec des gens qui pourraient penser de notre camp et qui sont de notre camp, mais lorsqu'on parle vrai, on ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais c'est déjà participer au débat. Et bien entendu, c'est aussi participer à des élections. Alors, je le redis encore une fois, les élections présidentielles avec un candidat estampillé l'appel au peuple, ce ne sera pas pour 2022. On ne s'interdit rien, par contre, pour les présidentielles. Est-ce qu'on soutiendra un candidat? Est-ce qu'on ne soutiendra personne? Aux dernières élections présidentielles, France bonapartiste n'avait soutenu aucun candidat parce que nous avions estimé qu'aucun n'avait cette essence bonapartiste avec lui. Donc voilà, on ne s'interdit rien. Par contre, on sera présent dans les combats politiques locaux et nationaux. Alors, lorsque je parle de nationaux, on pourrait parler de passer aux élections législatives, mais en tout cas, nous serons présents aux élections locales, qu'elles soient départementales ou municipales, là où nous sommes d'ailleurs présents, parce que, comme le disait le président Joachim Murat, l'appel au peuple, le peuple, on va le chercher, mais c'est dans le local qu'il est. C'est en étant plus près de lui qu'on fera progresser les idées. Et surtout, moi je pense, et on le montre avec les élus que nous avons, c'est de montrer que nous ne sommes pas des farfelus.
les élus que nous avons, qu'ils soient élus dans des majorités ou qu'ils soient élus dans l'opposition, ils montrent qu'ils font le travail, ils font un travail sérieusement, ils amènent des propositions, ils défendent des propositions sérieuses, et c'est ça qui plaît aux gens, et surtout ce qui plaît aux gens, j'y reviens encore là-dessus, c'est de parler vrai. On ne va pas se camoufler, on ne va pas forcément donner des grandes phrases avec de faux espoirs, mais on va aller à l'essentiel, on va essayer d'apporter des réponses et on y travaille. Et actuellement, on travaille sur un programme bonapartiste, mais modernisé, que ce soit sur la réindustrialisation avec François Harry, que ce soit sur l'instruction nationale, l'instruction publique, sur une grande idée que moi je défends beaucoup, qui est l'idée de participation, hein. Cette idée bonapartiste et gaulliste qui est la participation, un grand projet qui est France-sur-Mer, parce que je le rappelle, à l'heure actuelle, c'est le pays sur lequel le soleil ne se couche jamais, c'est la France, hein. Là, il fait jour à l'heure qu'il est, il fait jour aux Antilles, le jour va bientôt se lever du côté de Tahiti. Donc voilà, c'est France-sur-Mer, c'est ce pays qui est présent sur l'ensemble des continents. Donc voilà. Donc la suite, elle est là, et la suite, c'est avec vous tous qu'on souhaite la construire. Voilà. David, ce que vous venez de dire est extrêmement important. C'est-à-dire que vous avez raison, je comprends le questionnement de savoir qui peut incarner un candidat de l'appel au peuple pour 2022. C'est une question légitime. La problématique, c'est que, si vous voulez, se présenter avec un candidat en 2022, ça demande énormément de moyens, ça demande énormément de choses, c'est beaucoup de travail et beaucoup de moyens. Alors que si vous avez un certain nombre d'adhérents, si vous avez un certain nombre de militants, et que ces militants se retrouvent derrière les propositions portées par le bureau politique de la République, ces propositions politiques seront entendues par tous les candidats qui chercheront à justement avoir une alliance avec l'appel au peuple. Et là, vous savez très bien, vous connaissez l'honnêteté et l'absolue incorruptibilité du bureau actuel du Rassemblement partistes, et qui deviendra bientôt le bureau de l'appel au peuple. Vous savez très bien qu'ils n'amèneront pas l'appel à voter pour un candidat X, Y ou Z s'il n'est pas parfaitement en ligne avec cette énergie dont on parlait précédemment. Donc le fait d'avoir un grand nombre de militants, c'est la façon qu'on aura de changer le paysage politique et peut-être de faire émerger une figure à laquelle on ne s'attendait pas et qui se sentira vraiment concernée par ça. Et ce sera formidable. La France est capable de faire émerger des figures très régulièrement. Bon, alors sur le ton de la plaisanterie, j'avais dit qu'on produisait un De Gaulle tous les siècles et un Bonaparte tous les millénaires, mais on verra, pourquoi pas. Et c'est cette énergie-là, ce projet de l'appel au peuple, s'il y a un certain nombre de militants, des militants qui sont plus ou moins actifs, mais qui sont inscrits. Donc vous savez, c'est comme le nombre de followers que vous avez sur Instagram. Si vous avez plus de 3 millions de followers, vous avez toutes les marques qui vont venir vous voir pour vous dire: vous ne voulez pas vendre mon produit la prochaine fois que vous faites une photo. C'est aussi simple que ça. Ça va être comme ça qu'on peut effectivement influer sur les discours, les programmes et le comportement justement de cette classe politique qui aujourd'hui, honnêtement, on ne comprend pas très bien à qui serve la soupe, mais manifestement pas à la population française. Totalement d'accord avec vous, monseigneur. Totalement d'accord. Et c'est pour ça qu'on va travailler. Et honnêtement, pour moi, les chiffres sont encourageants. France Bonapartiste, si on devait parler chiffres, France Bonapartiste, c'est allez, on va arrondir à 1150 adhérents. Donc c'est déjà quelque chose. Donc l'appel au peuple est en train de grossir aussi, alors que le parti n'est pas encore existant officiellement. Et nous avons déjà beaucoup de monde qui souhaitent adhérer, et d'autant plus des gens qui nous l'ont écrit, qui nous ont dit: lorsqu'il y avait France Bonapartiste, c'était gentil, et ça semblait plus un club d'histoire qu'autre chose. Là, il y avait véritablement un mouvement politique qui se crée. Là, on est prêt à travailler, et on a de très bons contacts avec différentes personnes, et voire différentes personnalités aussi. Plus on a de militants, plus on a d'audience, plus on a de moyens, plus on a la possibilité de porter des candidats à des élections locales ou nationales. Donc c'est une dynamique qui va prendre du temps, mais c'est une dynamique qu'il faut mettre en place. Merci pour toutes ces précisions. Oui, je reprends vite fait la parole. Alors, une dernière question. Voilà, vu l'heure qu'il est, c'est exactement ce que j'allais vous proposer. Alors,
pour être un petit peu malicieux, ce sera 2, puisqu'il y en a une qui revient régulièrement. Donc la première, pour rebondir à ce que tu disais, David, quand tu évoquais l'appel au peuple, une question qui revient aussi, c'est à quelle échéance le parti de l'appel au peuple sera-t-il lancé? Et je vous proposerai, même si vous avez largement évoqué ce sujet ce soir, pour conclure, une dernière question. Quelle définition claire et concise peut-on faire du bonapartisme? Je réponds juste sur l'appel au peuple, après je laisse la parole à Monseigneur et à Thierry. Donc, pour être tout à fait clair, parce que je vous l'ai dit, parlons vrai, nos documents, notre création de parti politique, l'appel au peuple, est entre les mains de la préfecture à l'heure actuelle, qui est en train d'étudier le statut pour voir s'ils peuvent nous accorder le droit d'exister, hein, parce que, donc, vous le savez, parti politique, c'est d'abord une association loi 1901, donc il faut qu'on suive tout le cursus d'une association loi 1901 pour ensuite passer à parti politique. Donc, j'ai bon espoir que d'ici une semaine, je puisse vous annoncer la naissance officielle de l'appel au peuple. Et ensuite, il y aura tout le lancement que nous ferons de ce côté-là. Donc, j'ose espérer que d'ici une semaine, 15 jours, les choses seront réglées de ce côté-là. Je laisse la parole à Thierry et à Monseigneur pour la définition du bonapartisme. C'est compliqué, une définition. Définition en 2 mots, même en un seul. Mais là, je vais plagier le prince Murat. Le bonapartisme, c'est du souverainisme. Et quand je dis le bonapartisme, c'est du souverainisme, je reprendrai la totalité du souverainisme. Joachim m'avait demandé de faire un article, et on l'avait fait sur les origines bonapartistes du souverainisme, en montrant bien que le souverainisme, c'est plein de choses. Ce n'est pas simplement la défense de la France face à l'Europe, c'est aussi la souveraineté populaire, c'est le bien-être du peuple, c'est ce chef légitimé par l'appel au peuple. Voilà, c'est ça le souverainisme, souveraineté nationale et souveraineté populaire. Et ben, le bonapartisme, il est non seulement à l'origine de tout ça, mais il est presque la synthèse de tous ces souverainismes. Mais voilà, je suis parfaitement d'accord avec ça. Pour moi, le bonapartisme, c'est une politique qui garantisse l'expression de la souveraineté populaire dans une logique de volonté de grandeur. Et comprenez-moi bien, sur la volonté de grandeur, il ne s'agit pas d'une volonté de domination. Hein, donc, c'est vraiment c'est une politique qui garantisse la volonté populaire, l'expression de la volonté populaire, dans une logique de volonté de grandeur, et qui se revalide régulièrement auprès du peuple par le biais de référendums ou plébiscites. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est une bonne synthèse. Merci pour cette définition que je partage totalement et vous l'avez évoqué mieux que moi, donc c'est pour ça que je vous ai laissé la parole. Avant de clôturer cette soirée, j'ai une question. Alors oui, je vais y répondre immédiatement parce que ça concerne le 5 mai en fait. Donc concernant le 5 mai, il va y avoir les cérémonies officielles dont nous n'avons à l'heure actuelle aucune information ou des bribes d'informations. Donc je vais pas parler de tout ce qui est officiel, enfin que lorsque je parle d'officiel, c'est-à-dire organisé par le gouvernement, voire par des associations napoléoniennes de plus grande échelle. Nous concernant, France bonapartiste a fait 2 demandes auprès des autorités. Nous attendons toujours les réponses. Alors, les 2 demandes, alors il y a une petite veillée. On s'est proposé à certains de se retrouver dans la nuit du 4 au 5 mai, et pour les plus courageux, toute la nuit du 4 au 5 mai pour veiller l'empereur donc, sur l'esplanade des Invalides. Donc, on attend une autorisation, et bien entendu, vous l'aurez compris, on est tributaire de la situation sanitaire avec les couvre-feux et autres. Et deuxième chose, nous avons demandé l'autorisation de pouvoir organiser une cérémonie avec des pots de gerbe place Vendôme à la Colonne. Alors, on n'a pas eu la prétention de demander les Invalides ou l'Arc de Triomphe, on va se contenter de la place Vendôme. Donc là, c'est pareil, on attend la réponse des autorités. Voilà, en sachant que ce serait le 5 mai dans la journée, donc pareil, il faudra qu'on définisse clairement un horaire, mais pour ça, on attend de savoir ce qui va se faire officiellement. Et là, j'ose espérer qu'on va nous donner l'autorisation, parce que lorsque je vois, par exemple, que samedi prochain, bien que l'Île-de-France soit confinée, 3 manifestations sont autorisées à Paris, donc une contre les violences policières, la seconde contre justement les discriminations que notre pays commet envers certaines populations. J'ose espérer qu'on va autoriser à des Napoléoniens d'être présents le 5 mai place Vendôme et d'être présents aux Invalides. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à titre personnel, le 5 mai, je serai à Paris, je serai dans ou devant les Invalides. Et comme je l'ai dit, alors bon, ça ne fait pas très bonapartiste, ça fait même un peu communard, on va dire. Si je dois finir au commissariat de police de… Je ne sais pas quel est l'arrondissement dans lequel se trouvent les Invalides, excusez-moi. Thierry parlait de connaître sa géographie. Je connais très bien ma géographie, sauf celle des arrondissements parisiens, je suis désolé. Donc, même si on doit finir au commissariat de quartier, ben, on finira au commissariat de quartier, puis en plus, ça nous fera de la pub. C'est parfait. Donc voilà, j'espère avoir répondu pour le 5 mai, mais par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, on va communiquer le plus possible. Dès qu'on a les retours, on tiendra les personnes informées parce que je comprends bien que pour beaucoup de personnes qui vont venir de province, il faut s'organiser dès maintenant. Et moi, ce que je souhaite, et d'ailleurs, j'en ai parlé avec un journaliste et il me dit c'est peut-être pour ça que vous n'aurez pas de réponse. Je me souviens que pour le bicentenaire de 2014 à Fontainebleau, il y avait environ 70 000 Napoléoniens dans les rues de Fontainebleau. À Waterloo en 2015, nous étions 250 000. Bon, j'imagine que c'est des chiffres qui peuvent faire peur et ça pourrait être aussi une raison pour laquelle on se retrouve avec des interdictions, mais j'ose espérer qu'on ne sera peut-être pas 70 000 ou 250 000, mais que nous serons très nombreux le 5 mai à Paris. Deux mots peut-être simplement, si vous m'y autorisez, David, pour conclure, puisque le sujet de ce débat de cette discussion était pourquoi le bonapartisme. Je voudrais vous signaler tout de même que le prince Charles Bonaparte a sorti un ouvrage qui est un ouvrage qui fait l'état et sa pensée de ce qu'est sa vue à lui, la façon qu'il a de vivre Napoléon et Bonaparte et l'héritage napoléonien aujourd'hui. Et dans ce livre, il a une vraie proposition politique. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, voilà, un Bonaparte qui, effectivement, écrit sur sa vision de Napoléon et de son héritage napoléonien. David, vous avez fait une remarque qui est extrêmement importante. Comme on a dit, si on finit en garde à vue dans le commissariat du 7e arrondissement, ça nous fera de la pub. Alors, vous demandiez comment est-ce qu'on fait du bonapartisme aujourd'hui. On fait comme les autres, on fait de l'agite-propre. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est très, très bien. C'est-à-dire que si vous avez des idées de petits événements qui attirent l'attention de 3-4 médias, comme par exemple, je ne sais pas moi, le 5 mai, mettez un brassard noir sur les statues de Napoléon ou des choses comme ça. Où, vous savez, vous avez cette association, je crois, qui s'appelle les Affiches Blanches, qui remet des noms de personnages historiques sur les noms de rues dans les villes de France, etc. Des choses comme ça. Des petits, évidemment, de bon ton et sans violence, mais de l'agite-propre. C'est utilisons les méthodes de nos amis de l'ultra-gauche pour faire la promotion de notre agenda bonapartiste. Nous sommes bien d'accord et il ne faudra pas trop me pousser sur ce chemin-là, monseigneur, parce que je pourrais avoir une imagination débordante. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Et d'ailleurs, donc j'en profite, vous me tendez la perche, j'en profite pour rebondir par rapport à ça. Le 14 avril à la Villette, normalement, doit se tenir l'inauguration de l'exposition Napoléon. Donc, je me suis laissé dire que certaines organisations avaient l'intention de venir perturber cette inauguration et cette exposition, si bien entendu elle se tient vu le contexte actuel. Donc, j'en profite là pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je les invite à prendre contact avec Christopher des Tailleurs. J'ai demandé à Christopher de prévoir un petit comité d'accueil le 14 avril à la Villette, étant capable de répondre pacifiquement, bien entendu, j'insiste sur le pacifiquement, aux éventuels perturbateurs, parce que bien entendu, ils auront des médias et si en face d'eux, il y a des gens qui sont capables de les renvoyer dans leurs 5 mètres, je vais employer un terme, si on est capable de les renvoyer dans leurs 22, voire dans leurs 5 mètres, ce sera parfait. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Christopher si vous voulez être présent le 14 avril à la Villette. Et cette barrière sanitaire, c'est d'actualité, cette barrière sanitaire face à certaines personnes qui veulent encore une fois salir notre histoire. Voilà, donc je passe, il va être bientôt 22 heures, on a fait un peu de rab, mais comme je disais, on serait capable de tenir toute la nuit. Hein. Ça nous est déjà arrivé de faire une visio à 20 heures et de se retrouver à 1 heure du matin à se dire mais qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà. On était sur les bivouacs la veille d'Austerlitz, on continuait à débattre, on peut en parler toute la nuit. Donc je tenais à vous remercier à tous d'avoir été présents, à remercier la centaine et plus de participants qui sont toujours là. Il n'y a pas eu de déperdition ou alors très peu, donc ça prouve que le sujet était très intéressant et les intervenants de notre qualité. Donc je remercie Monseigneur d'avoir été présent parmi nous et je le remercie pour tout ce qu'il fait chaque fois qu'on le sollicite, parce que je tiens à préciser que vous répondez toujours présent lorsqu'on vous sollicite.
Thierry, je ne te remercie pas parce que ça fait partie de ton travail. Hein. Tu auras juste un remerciement syndical le plus strict. Normal que ce soit toi qui ouvre le bal. Je note par contre l'ouvrage de Charles Bonaparte et pourquoi pas imaginer une conférence débat entre sa vision politique et notre vision du bonapartisme. Ça pourrait être très intéressant de le faire. J'en profite vite fait, vous avez fait un peu de pub, Monseigneur, moi j'en fais aussi un peu. Un des ouvrages de Thierry Chauffat, d'accord, donc les textes fondateurs du bonapartisme. J'y suis dessus, mais ce n'est pas pour moi que je fais de la pub parce que je suis très peu intervenu sur ce livre, mais c'est surtout pour Thierry et pour Raphaël Laloux aussi, qui est quelqu'un qui nous soutient, qui travaille avec nous. Donc voilà, vous pouvez le trouver, je crois qu'on le trouve sur Amazon, etc. Enfin, en tout cas, sur les librairies en ligne. Donc voilà. Je tenais encore une fois à tous vous remercier. Je vous dis à très vite. On vous tient au courant pour le 5 mai et surtout, on vous tient aussi au courant. On vous fera suivre les réponses aux questions qui ont été posées. Oui, on me fait remarquer aussi, effectivement, François Harary, qui est le futur, enfin, qui est le secrétaire général de l'appel au peuple, a écrit un livre sur le rétablissement du service national et en prépare un bientôt sur la réindustrialisation. Bien entendu, on fera la publicité qui va avec. Je tiens donc à tous à vous remercier. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et puis je vais finir par le célèbre Vive l'empereur. Bonne soirée à tous. Vive l'empereur.